Ce soir, nous accueillons Marc-André Sellos, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle et par ailleurs également professeur à Gdansk en Pologne et à Kunming en Chine. Voilà. On avait dit la semaine dernière, pour ceux qui n'y étaient pas et qui sont là ce soir, rappeler que la place de Montpellier sur le plan scientifique dans le champ de la biodiversité est considérée par le classement de Shanghai comme la première place au monde. Alors nous ne nous privons pas du plaisir d'écouter, d'entendre des scientifiques qui viennent à Montpellier ou qui sont d'ici et qui nous parlent de biodiversité, et la biodiversité dans toutes ses acceptions, qu'elle soit naturelle ou cultivée, qu'elle soit, on va dire, sauvage. Qu'y a-t-il encore de sauvage sur cette planète, ou totalement fabriquée? Ce sont des vraies questions scientifiques. Et l'Agora des savoirs, elle a vocation à... Son propos, c'est de parler de ce que l'on sait, l'Agora des savoirs. Et ce que nous savons, ce que les scientifiques savent, ce qu'ils ont découvert et qui est maintenant stabilisé en tant que connaissance, évidemment, leur travail consiste à le faire évoluer. Mais à un instant donné, des choses sont connues et sont sues. Et dans Agora des savoirs, eh bien, on vous donne à connaître, comprendre, ressentir, percevoir les savoirs actuels et leurs perspectives. Alors ce soir, les tanins. Alors, les tanins, c'est quelque chose d'un peu... on connaît tous ce mot. Quelque chose qui a vin qui est tannique, on sait ce que ça veut dire. Les tanins, pour tout ce qui est... tous ceux qui ont connu dans des temps antérieurs, en France ou au Maroc ou un peu partout, la manière dont on tanne les peaux des bêtes pour en faire du cuir, et des cuirs de couleur, savent aussi que pour faire des... Il y a des odeurs énormes. Donc les tanins, c'est vraiment partout. Et en particulier dans notre alimentation, et en particulier dans tout, finalement. Donc Marc-André va nous parler des tanins qui confèrent, ou ne confèrent pas, au fait de boire et de manger, tout simplement, du plaisir. Et donc c'est un joli sujet, c'est un sujet assez élégant, je trouve, Marc-André. Et donc je vous fais totalement confiance pour... Vous avez donc, pour nous en parler, sachant qu'on vous a distribué une petite note, on s'améliore d'une session sur l'autre, avec le résumé de la conférence, avec le CV de Marc-André Sellos, ainsi que les prochaines conférences. Et la semaine prochaine, je vous invite à venir parce qu'on parlera de l'Odyssée des cépages, de la vigne, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et puis la semaine d'après, on parlera du riz, de l'immense variété du riz, qui est la nourriture de la moitié de l'humanité, mais qui s'avère être quelque chose d'assez exceptionnel, avec un collègue du CIRAD, Christophe Glassman. Et puis en décembre, on attaquera aussi des choses un peu plus fun. Par exemple, avec Richard Joff du CEF, on parlera de la quinoa. Tout le monde en parle. C'est très... Et il a choisi d'intituler son intervention « Des bobos aux Incas ». Alors je lui ai dit, ça ne serait pas plutôt les Incas aux bobos? Il m'a dit non. Donc vous verrez. Et puis après, en décembre, un collègue de l'IRD qui est un forestier qui nous parlera des sols, d'écologie, de sols et d'agriculture. Et puis, juste avant Noël, on aura François Bonhomme du CNRS, de l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier, qui nous s'interrogera sur combien de temps il faut pour fabriquer une espèce. Et donc ce soir, nous attaquons le plaisir de boire et de manger, qui est une question de biodiversité. Bonne soirée, à tout à l'heure. Alors, avec moi, le Montpellier, le CNRS, le CEF, je veux dire, ne sont pas loin non plus, puisque j'ai passé 10 ans de ma carrière à l'Université de Montpellier à travailler au CEF. Donc, quelque part, Montpellier n'est pas loin non plus. Et pour le coup, la diversité, la biodiversité dont je vais vous parler aujourd'hui est une biodiversité chimique. C'est aussi un des aspects un des axes selon lesquels se décline la biodiversité. Et on va parler de tanins, c'est une famille de molécules dont on connaît au moins 9000 membres. Enfin, on en a décrit 9000, mais il y a aussi tous ceux qu'on n'a pas décrits. Et les tanins, alors vous allez me dire, c'est quand même 1 heure sur les tanins, ça risque d'être un peu ennuyeux parce que quand même on va vite en faire le tour. Alors pour préciser les idées, pour moi les tanins, c'est un petit peu le chemin que j'ai fait moi sur les tanins, c'est un petit peu le chemin qui consisterait à découvrir qu'on a chez soi un cousin qui vit là, qui dort dans le même lit que nous, qui est dans notre assiette ou à table avec nous, et dont on ne connaît pas le nom, et dont on n'a pas repéré l'existence, mais il est là tous les jours. Je peux illustrer ça autrement.
Je travaille au muséum et je vais vous montrer 2 images de cet établissement. Dans ces images, je ne vois pratiquement que des tanins. À ce point de la conférence, évidemment, je ne pense pas que tout le monde les voit, mais moi, je vois que ça. Alors, cheminons ensemble pour revoir cette image un peu plus tard. Et plutôt qu'au muséum, déplaçons-nous en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, à la fin des années 80, on a, pour protéger des antilopes qu'on appelle les koudous, on a fait des game ranch, comme on appelle ces grandes exploitations, qui permettent de les protéger d'une chasse excessive et les soumettre à une chasse raisonnée en les enfermant dans des endroits où elles mangent la végétation locale et où elles sont obligées l'été de manger et de brouter assez répétitivement les mêmes acacias. Et là, catastrophe, ces animaux qu'on croyait protégés, en fait, meurent massivement. Et en fait, petit à petit, on va découvrir que c'est cette nourriture, ces acacias que mangent les koudous, que mangent ces antilopes, qui les tuent, et en particulier, dans ces acacias, des tanins, qui s'accumulent sous l'effet du broutage jusqu'à atteindre 10 à 15% de la matière sèche de ces acacias et qui tuent ces antilopes. Arrivé à ce point, ceux qui ont l'habitude des tanins se demandent un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que quelque part, des tanins tueurs, bon, il nous arrive tous d'en prendre, que ce soit dans le thé ou dans le vin, et on ne s'en porte pas plus mal. En tout cas, si on se porte plus mal du vin, c'est sans doute pas à cause des tanins. Alors essayons de comprendre la logique des tanins et ce en quoi les végétaux les utilisent avant que d'en arriver à la diversité des usages que nous faisons de ces tanins. La première chose, c'est que les tanins sont utilisés par les plantes pour se protéger. En effet, ces tanins ont des propriétés protectrices qu'on va étudier et les plantes en contiennent pratiquement toutes. Elles en contiennent toutes et surtout quand elles sont attaquées. Commençons par un tanin qui, à première vue, est sympathique. Je vous propose une dégustation de vodka à l'herbe de bison. La Joubrovka est faite avec une herbe qui donne sa couleur légèrement dorée à la vodka et ce goût très très particulier. Et en l'occurrence, cette molécule, c'est un tanin, c'est la coumarine. Alors la coumarine, vous la connaissez par ailleurs parce que c'est aussi l'odeur du foin séché en été. Le foin séché, il dégage ce composé et d'ailleurs, finalement, cette feuille d'herbe de bison dans la vodka, c'est du foin, quoi. Alors le problème, c'est que la coumarine, pour être aromatique et goûter, elle et ses dérivés sont quand même relativement toxiques si on force la dose. Cette toxicité, c'est celle qui est utilisée dans la morora. La morora, ce sont des composés de type coumarine ou dérivés très proches de la coumarine, certes en plus grande concentration que dans la vodka à l'herbe de bison, ça c'est certain. Et ils fonctionnent de la façon suivante, ils interagissent avec la coumarine et ses dérivés interagissent avec les protéines qui permettent la coagulation, et donc les rongeurs qui ont mangé les raticides meurent tout simplement d'hémorragie interne. Au moindre choc, ils ne cicatrisent pas, ils ne forment plus de caillots. Alors le problème, c'est donc la quantité, on commence à le sentir, et la plante aussi le sait, qui réagit aux invasions en augmentant la quantité. Regardons maintenant cette feuille de tilleul qui présente ces déformations que vous avez sans doute déjà vues, des espèces de cornes rouges. Ça arrive aussi d'ailleurs sur les érables. Ces cornes rouges formées sur les feuilles sont des protubérances formées par l'attaque de petits acariens qui vivent à l'intérieur de ces protubérances rouges. Et ces acariens sont tout petits, on peut les voir au microscope, on reparlera de tout à l'heure. Ils se nourrissent des cellules de la plante qui se défend en accumulant des tanins, et notamment des tanins colorés, qui sont des anthocyanes dans ce cas-là, pour empêcher l'insecte de se nourrir bien. Pardon, l'insecte, l'acarien. On verra d'ailleurs que ces acariens arrivent à contourner le problème. Donc effectivement, ce sont des molécules de défense qui sont surproduites quand la plante est affectée par des pathogènes ou des herbivores, et en plus, qui sert aussi des fois aux plantes à lutter contre les autres plantes. Vous savez que le noyer empêche la croissance des plantes sous sa frondaison. Alors pas de toutes les plantes, mais il y a une grande partie, il y a beaucoup d'espèces qui ne poussent pas bien sous le noyer, car le noyer dégage un tanin qu'on appelle la juglone, qui sort de ses feuilles, qui sort de ses racines, qui explique la bonne odeur des feuilles quand on les froisse, et qui est toxique pour les racines des autres plantes de beaucoup d'autres espèces. Alors toutes ces molécules qui sont présentes dans toutes ces plantes,
je vous présente maintenant quelques formules, notamment de ces procyanidines qu'on peut trouver dans les petites cornes rouges sur les feuilles infectées par des acariens, ou encore de la juglone. En réalité, les tanins, alors les chimistes qui sont dans la salle vont trouver que j'exagère un petit peu et que je simplifie un petit peu, mais les tanins, c'est l'ensemble des molécules qui partagent toutes d'avoir quelque part dans leur structure ce que l'on appelle un phénol. Et techniquement, et ce sera la seule fois où on sera technique, c'est-à-dire une portion de molécules constituée d'un cycle benzénique et d'une fonction alcool, OH. Et ça confère leurs propriétés aux tanins, mais on ne sait toujours pas pourquoi les tanins sont toxiques. Alors en fait, l'histoire est que ce phénol leur confère une propriété d'interaction avec les protéines. Revenons quelques instants à un verre de vin trop jeune. Vous savez que ces verres de vin va vous donner une impression râpeuse en bouche, une impression un petit peu âpre, que les Anglais appellent joliment furry, comme si on avait de la fourrure dans la bouche. Alors, les plaisirs de la bouche en Angleterre sont différents des nôtres, mais l'histoire, c'est quand on appelle ça plus techniquement de l'astringence. Et cette rugosité en bouche, j'ai le regret de vous le dire, c'est la vérité sur vous-même. Votre bouche est rugueuse, vos muqueuses sont rugueuses. Et cette vérité vous est constamment cachée par des protéines qui lubrifient, des protéines salivaires qui lubrifient votre bouche et vous donnent faussement une impression de lisse, une impression de douceur. Or, les protéines en question s'attachent aux tanins qui sont présents dans le vin et le tanin, en s'attachant à elles, les déforme. Et une protéine déformée n'arrive plus à remplir ses fonctions. Et donc en particulier, les protéines de la salive qui lubrifient la bouche ne lubrifient plus la bouche. Et la vérité sur le contact de vous-même apparaît, vous êtes rugueux. Alors je dis souvent à mes étudiants, j'ai dit ça à des étudiants dont je vois un ou deux dans la salle, que vos prochains French Kiss pourront vous évoquer cette conférence. Toute la douceur du French Kiss est une illusion que les tanins abattent. Nous sommes rugueux. Et quelque part, on voit déjà leur propriété majeure, celle d'interagir avec les protéines qui explique l'astringence. Cette astringence, vous l'éprouvez aussi sur des fruits, notamment des fruits pas trop mûrs, qui ont là encore cette astringence. Et quand vous abusez de fruits pas trop mûrs, ça doit être un souvenir qui doit vous au moins remonter, qui remonte peut-être à votre enfance, mais peut-être qui remonte simplement à l'été dernier. Eh bien, on attrape la courante. Et attraper la courante, c'est juste le cas où il y a tellement de tanins qu'ils finissent par se lier aux protéines digestives, aux enzymes de la digestion, et ils coupent la digestion. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont peut-être éprouvé que des vins un peu trop tanniques empêchaient de digérer bien ou appesantissaient la digestion. Eh bien oui, ils se fixent à toutes les protéines et les empêchent de fonctionner. Et totalement, ils se fixent aux protéines digestives et les empêchent de fonctionner. D'ailleurs, la liaison des tanins aux protéines, vous la connaissez car l'astringence légère d'un thé ou plus prononcée d'un vin disparaît quand on ajoute des protéines. Par exemple, quand on prend un repas avec un vin, il est moins tannique. Quand on met du lait dans le thé, il est moins tannique parce qu'en fait, les tanins s'attachent aux protéines des aliments pendant le repas ou bien aux protéines du lait lorsqu'on met du lait dans son thé. Donc, cette fixation aux protéines est la racine de la toxicité des tanins, et quelque part, les coups doux ont été empêchés de digérer, et plus encore, sans doute, intoxiqués de façon systémique par les tanins qui sont rentrés dans la circulation sanguine, et c'est une liaison aux protéines de la coagulation qui nous vaut l'effet raticide. Alors, cette liaison des tanins aux protéines, d'ailleurs, c'est quelque chose qui remonte à l'origine même du mot tanin, qui est lié à l'activité de tannage. Le tannage des cuirs, ça revient simplement à mettre des cuirs en présence de végétaux, vous l'évoquez dans votre introduction, et simplement à faire un complexe entre les tanins et les protéines, notamment les collagènes du cuir, qui va rendre ces cuirs beaucoup moins digestes pour les microbes, puisque les protéines ne sont plus très accessibles, encombrées de tanins, et d'autre part, ce complexe, il est plus résistant mécaniquement, il va rigidifier les cuirs. Et le tannage des cuirs, c'est toujours cette affinité, cette avidité des tanins pour les protéines. Et d'ailleurs, dans le tannage, nous trouvons l'origine du mot tanin. En effet, on utilisait historiquement l'écorce ou même le bois de chêne râpé comme source de tanins pour tanner les cuirs, et bien avant qu'on sache que c'était des molécules qui contenaient des phénols, et bien avant qu'on ait fait de la chimie, on a appelé tanin le principe tannant du bois utilisé, qui était du bois de chêne. Le chêne, le mot celte pour le chêne, c'est le tan.
Et donc c'est le tan, le chêne en celte, qui a donné son nom au tanin. Un mot issu de la ruralité, issu de basses pratiques, parce que la tannerie, vous savez, c'est pas très noble, qui a donc fait son entrée assez tard dans le vocabulaire savant, assez tard pour que son orthographe ne soit pas fixée et qu'on mette un ou deux N à tanin. Voilà donc nos premiers pas dans les tanins qui nous racontent comment ils sont avides de protéines, comment cela altère les fonctions des protéines, en particulier les fonctions des protéines digestives, et protège les plantes. Mais nous avons vu au passage, notamment dans ces déformations des feuilles de tilleul, dans ces galles de tilleul, nous avons vu qu'ils sont aussi parfois colorés. Et c'est tout simplement cette affinité pour les protéines qui explique une multiplicité de manifestations des tanins, des cuirs que nous portons à l'astringence du vin ou à leur effet tueur sur des animaux qui en abusent. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des façons de se protéger des tanins. Et de fait, le premier type d'organisme qui a à se protéger des tanins, ce sont les plantes elles-mêmes qui en produisent. Comment les plantes arrivent-elles à produire et accumuler des tanins, éventuellement à des concentrations toxiques pour les animaux, sans que leurs propres protéines soient affectées par la présence de ces tanins? Alors, je vous emmène dans vos cours de lycée ou de collège où vous avez monté la pelure d'oignon rouge. Je ne sais pas si c'est un souvenir que beaucoup d'entre vous partagent, mais on monte cette pelure d'oignon rouge qui contient un tanin rouge, un tanin rouge du groupe des tanins rouges du groupe des anthocyanes, celles qu'on retrouve aussi dans le vin. Et quand on fait ce montage, on voit très bien les cellules de la plante qui sont limitées par une paroi. Et outre les cellules, les parois ici des cellules, ces parois donc qui ici séparent les cellules, on voit très bien que le contenu cellulaire contient d'une part le contenu cellulaire lui-même qui est pâle et une espèce d'énorme bulle rose qui est en fait un sac placé au cœur de la vacuole de la cellule, qu'on appelle justement techniquement une vacuole, et ce sac c'est en fait un endroit où la cellule met tous ses déchets et toutes les toxines et aussi tout ce qui peut intoxiquer ceux qui l'attaqueraient. C'est une espèce de sac poubelle hermétique où la cellule donc peut stocker des tanins sans être en elle-même, sans que le reste de la cellule qui apparaît en clair sur cette image en soit affecté. Et ça, les animaux n'en ont pas de vacuole. Donc eux n'accumulent pas de toxines dans un coin de la cellule. Et de fait, si vous êtes perdu en forêt, vous pourrez manger à peu près n'importe quel animal sur lequel vous mettrez la main, il ne sera pas toxique, sauf si c'est une grenouille de la canopée amazonienne, mais bon, c'est très rare que les animaux soient toxiques, alors que les organismes à vacuole, comme les champignons ou les plantes, accumulent des tanins et sont très souvent toxiques. 8 plantes sur 10 vous colleront au moins une diarrhée dont vous vous souviendrez si elles ne vous tuent pas. Ça, c'est une grande différence entre les animaux et les végétaux qui résulte de la propriété de vacuoles dans lesquelles les végétaux, les plantes et les champignons accumulent des tanins. Donc, cette vacuole, c'est un lieu de stockage de déchets et de toxines qui permet à la cellule d'accumuler ces toxines sans en être elle-même autrement affectée. Alors, il y a aussi des animaux qui mangent de l'herbe et qui donc se trouvent confrontés aux tanins. Comment font-ils, eux, pour ne pas en être, au fond, ennuyés? Alors, la première chose, c'est que beaucoup ont des stratégies qui inactivent les tanins. Et on va commencer par un animal qui est confronté à beaucoup de tanins, le castor, qui ronge l'écorce des arbres qui sont justement la source de tanins pour les industries tannantes du cuir, et qui d'ailleurs ont les dents colorées par les tanins. Pour le coup, c'est la même chose que ce qui arrive à des gens qui boivent beaucoup de café ou de thé, les tanins finissent par colorer les dents. Alors, ils ont les dents colorées, mais comment arrivent-ils à consommer ces aliments, ces copeaux de bois, sans être incommodés par les tanins? Eh bien, c'est simple, ils sécrètent dans leur salive des composés, des protéines particulières et des protéines très riches en proline, techniquement, qui lient énormément de tanins, chacune d'entre elles. Elles se suicident ainsi, dans une astringence sans doute phénoménale, mais elles retiennent tous les tanins qui ensuite ne sont plus libres pour aller interférer avec les enzymes digestives des castors, qui digèrent donc très bien au prix d'une salive particulière et du sacrifice des protéines particulières de cette salive. D'autres animaux, au contraire, évitent les tanins. Alors, ils les évitent autant qu'ils peuvent. Là, je pense à mes pauvres coudous qui n'avaient plus le choix et qui étaient obligés de rebrouter toujours les mêmes acacias.
et qui accumulaient pendant ce temps-là des tanins. Mais l'exemple de l'évitement, ce sera tout simplement mes tout petits acariens là, qui vivent à l'intérieur de ces galles, de ces déformations de la feuille. Comment arrivent-ils à survivre aux tanins? Eh bien c'est simple. Les cellules qui sont rouges ont accumulé des tanins, mais elles les ont accumulés bien sûr dans des vacuoles. Or, ces acariens sont minuscules, et quand ils introduisent leur stylet, leur trompe conique à l'intérieur des cellules, eh bien, ils l'introduisent dans la partie de la cellule qui ne contient pas la vacuole, et ils sucent la partie délicieuse, riche en protéines des cellules, sans s'embarrasser autrement des tanins. Cette microdissection leur est rendue possible par leur petite taille. Vous et moi, nous aurions du mal à faire le tri, bien sûr. Et vous et moi, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, d'éviter de manger ce qui contient trop de tanins, et aussi, quand nous en mangeons, tout simplement, d'aller aux toilettes. Ben oui, les aliments très tanniques, tout simplement, sont diurétiques, et qu'on pense à ce qu'on appelle vulgairement les pisse-mémés, hein, qui font pisser, ou qu'on pense au pissenlit, qui fait se relever la nuit parce qu'on a envie d'aller aux toilettes, hein, quand on mange beaucoup de tanins, eh bien, c'est la reconduite à la frontière immédiate, on refait de l'urine pour entraîner ces tanins et s'en protéger. Bref, ces tanins chez les plantes sont isolés dans la vacuole qui évite les interférences avec les protéines vitales pour le fonctionnement de la plante. Chez les animaux, des processus d'inactivation, d'évitement ou de rejet permettent de s'en protéger peu ou prou et jusqu'à une certaine dose. Et voilà comment, finalement, au bout d'un certain temps, les animaux, par ce qu'on appelle un processus de coévolution, finissent par éviter peu ou prou les défenses des plantes. Ça n'empêche que les plantes ont intérêt encore à accumuler des tanins parce que ça les protège du tout venant. Mais vous voyez qu'il y a quand même des animaux qui se sont spécialisés dans la gestion des tanins et qui finissent quand même par boulotter les plantes. C'est pour la protection ce que je voulais vous dire. Mais il serait faux de réduire à la protection contre les herbivores les rôles des tanins. En réalité, les tanins sont un vrai couteau suisse des plantes et ils servent à plein d'autres fonctions. Vous avez peut-être remarqué que les pousses des plantes, et par exemple celles des rosiers, sont souvent colorées, les jeunes pousses. Si vous avez des rosiers et qu'ils ne sont pas traités, je vous invite à goûter la feuille verte. Vous verrez que c'est un goût de salade, c'est pas très bon, c'est un tout petit peu astringent, il y a des tanins, mais pas trop. Et à goûter les jeunes pousses. Vous verrez qu'elles sont très tendres, très douces, mécaniquement, mais alors d'une astringence catastrophique. Il y a là plein de tanins, colorés ou non, rouges pour les anthocyanes et incolores pour les autres, qu'on retrouve dans tout un tas de pousses. Et ces pousses, en réalité, sont hors, évidemment, puisqu'elles sont ce sont des pousses, elles sont hors du feuillage et elles sont exposées à une lumière qu'elles supporteraient mal, car elles n'ont pas encore l'appareil photosynthétique et la chlorophylle qui, plus tard, protégera la feuille en consommant une partie de la lumière et en renvoyant une autre partie, la lumière verte. Et en réalité, les tanins leur servent de crème solaire à ces feuilles. En effet, elles reçoivent une lumière dont elles ne savent que faire, qui pourrait abîmer les cellules, alors même qu'elles sont encore en croissance et en développement, et elles sont protégées par ces tanins qui renvoient une partie de la lumière et qui en absorbent une autre, que ces tanins restituent progressivement sous forme de chaleur. Alors ça, c'est doublement intéressant parce que d'une part, vous avez transformé la lumière en réflexion et en chaleur, et puis, comme ces jeunes pousses sont printanières, n'est-ce pas, les coups de froid sont vite arrivés, mais grâce à ce mécanisme, elles sont quelques degrés au-dessus de ce qu'elles seraient si elles n'avaient pas de tanins colorés dans leurs cellules. On a donc ici une protection contre les UV et un chauffage des jeunes pousses qui peut être bien utile à la saison printanière. On a aussi un rôle anti-herbivore, car ces parties très molles parce qu'en croissance et n'ayant pas encore accumulé de tissus durs, sur lesquels nous allons revenir dans quelques instants, vous verrez, c'est encore une histoire de tanins. Mais pour l'instant, les tissus sont encore mous, ils sont très appétants. Pensez aux asperges, pensez à toutes les jeunes pousses que nous consommons. Alors évidemment, nous consommons des jeunes pousses de plantes sélectionnées pour plus contenir de tanins. Mais effectivement, c'est encore mou parce que c'est en croissance et les herbivores ont envie de se précipiter là-dessus. Ben, s'ils goûtent ça, ils apprennent très vite que c'est pas bon. Et quand je dis qu'ils apprennent très vite, c'est qu'en plus, ils peuvent apprendre, vu la couleur, à repérer que ces feuilles colorées, malgré leur tendreté, sont pas très digestes parce qu'effectivement, on voit la présence de tanins parce que certains sont colorés. Donc vous voyez qu'il y a là tout un tas de rôles protecteurs qui vont bien au-delà de l'herbivorie. Et il y en a encore. Je suis sûr que chez vous, vous avez observé le brunissement des pommes lorsqu'on les coupe. Qu'est-ce qui brunit dans une pomme que l'on coupe? Les tanins. De toute façon, ce soir, ce sera toujours la réponse.
les tanins qui forment des complexes avec les protéines libérées par... oui, quand on coupe la pomme, on libère les tanins de leur vacuole. Ils vont se complexer avec des protéines libérées par les cellules lésées. Et en plus, le tout s'oxyde à l'oxygène. Et le complexe obtenu pompe donc par oxydation de l'oxygène. Donc il va être antioxydant puisque l'oxygène va être pompé. Et l'oxygène qui afflue dans la blessure et qui pourrait provoquer des dégâts cellulaires se trouve tamponné. De plus, les tanins, plus à l'intérieur, vont être capables de gérer une autre conséquence de l'afflux d'oxygène. C'est la formation de radicaux libres, qui sont des molécules très réactives qui endommagent les cellules. Et les tanins sont capables de neutraliser les radicaux libres, qui sont un autre effet de la présence d'oxygène. Donc, et l'oxygène et ses conséquences négatives, les radicaux libres sont gérés. Et puis finalement, cette espèce de couche-là qui se dépose, cette couche brune, est une sorte de cicatrisation, c'est une croûte cicatricielle comme celle que vous pourriez avoir sur une blessure. C'est le début de la cicatrisation des tissus. Ce changement de couleur qui vient du fait que des tanins, ici jaunes ou incolores, deviennent colorés lorsqu'ils ont réagi à l'oxygène, vous le connaissez chez des champignons qui contiennent aussi des tanins incolores ou jaunes et qui, lorsqu'on les coupe, présentent une couleur bleue liée à la réaction avec l'oxygène des tanins qu'ils contiennent. C'est encore un dispositif antioxydant qui donne des dérivés, cette fois-ci bleus, et à vrai dire visuellement plus agréables que le simple brunissement de la pomme. En fait, vous le voyez, quels que soient les stress, température, lumière, blessure, herbivore, la plante légère avec des tanins, et d'ailleurs, plus elle est stressée, plus elle accumule préventivement des tanins. C'est ainsi qu'un certain nombre de plantes que l'on souhaite riches en tanins sont plantées dans des conditions assez hostiles pour elles. Les thés de grande qualité sont des thés d'altitude, soumis à des températures et à des rayonnements solaires assez forts qui provoquent des dégâts et qui sont contrés par la plante par une synthèse accrue de tanins. La vigne elle-même, dont on se souvient que c'est une plante, et on s'en souviendra encore davantage quand on aura écouté la semaine prochaine Monsieur Boursicot, son prénom m'échappe, Jean-Michel Boursicot, donc, qui est un fabuleux spécialiste de l'histoire de la vigne et de la diversification des cépages, mais il vous racontera sans doute que la vigne poussait au bord de l'eau en zone méditerranéenne avant d'être portée par l'homme dans des sols secs et en plein soleil, et en plus taillés. Autant de blessures et de conditions qui la font suraccumuler les tanins que nous retrouvons dans nos vins. Alors, à ce point, on voit bien déjà se profiler le couteau suisse, mais l'histoire n'est pas terminée. Car ces tanins, et on en a vu quelques exemples déjà, ils sont aussi colorés. Et ils vont aussi servir de molécules colorées, on l'a déjà un peu envisagé, dans des signaux ou dans des fonctions de lien aux animaux. Et notamment, en particulier, des fonctions de coloration des fleurs qui affichent la fleur et attirent les insectes pollinisateurs. Parmi les fleurs, il y en a qui sont jaunes, et assez souvent, les fleurs jaunes, ou les fleurs blanches d'ailleurs, sont des fleurs colorées par des tanins du groupe des flavonoïdes. Je vous présente aussi ici le chèvrefeuille, dont les fleurs blanches finissent par virer au jaune, quand les flavones s'oxydent, et finalement commencent à passer d'une couleur blanche, qui réfléchit aussi beaucoup les UV, à une couleur jaune. Les fleurs blanches ou jaunes sont donc aidées par des tanins. Il n'y a bien sûr pas que des fleurs blanches ou jaunes, il y en a aussi qui sont rouges, violettes ou bleutées. Et ça, c'est le grand domaine des anthocyanes qu'on a déjà évoqué, qu'on a vu dans leur dimension rouge ou violette, mais qui peuvent aussi être bleues. Et ces anthocyanes, en fait, ont des couleurs qui dépendent de l'acidité de la vacuole où elles sont stockées. Selon qu'elles sont stockées dans un milieu acide ou plutôt neutre, elles vont être plutôt rouges ou plutôt bleues. Et quand on les pousse vers des milieux extrêmement peu acides, qu'on appelle les milieux basiques, vous obtenez même des couleurs vertes ou jaunes, mais c'est quand même assez rare dans les fleurs. Donc ça nous explique aussi pourquoi certaines fleurs ont des couleurs qui changent en fonction de leur degré de développement. C'est juste que l'acidité de la vacuole, de l'endroit donc où sont stockés les anthocyanes, change avec l'âge des fleurs. Et vous avez ici un changement de couleur chez la bourrache, mais en voilà un autre chez le volubilis, la Morning Glory, où on voit très bien que les boutons ont sans doute des vacuoles
assez acides qui deviennent plutôt neutres. Et d'ailleurs, chez vous, vous pourrez vous amuser avec des fleurs bleues et des fleurs rouges. Vous les mettrez dans du vinaigre ou de l'eau chargée de bicarbonate de soude, et vous verrez, qui est donc une eau neutre, légèrement basique, et vous verrez les changements de couleur s'opérer. Attendez juste le temps que la solution pénètre la cellule et atteigne la vacuole. Soyez patient, mais vous obtiendrez toutes les couleurs que vous voudrez en fonction de l'acidité. Et c'est le moment d'évoquer une histoire irritante à propos de bleu et de rouge. Si vous êtes versé en horticulture, l'histoire des hortensias. Alors, ma mère a toujours voulu avoir des hortensias bleus. On lui a offert avec mon frère des tonnes d'hortensias bleues et il s'est guère passé plus de 6 mois avant qu'ils ne deviennent... Nous étions en Bretagne pourtant. Et avant qu'ils deviennent roses comme les autres. Ceux-là d'ailleurs sont en train de devenir roses, on le voit très bien. Alors on se dit, ah bah oui, c'est vrai, on sait très bien que souvent sur sol acide, les hortensias sont bleues. Ça doit être une histoire d'acidité. Ah oui, sauf que ça ne marche pas. Parce que c'est vrai que les hortensias bleues sont des hortensias de sol acide, mais pour le coup, flûte. Sur sol acide, si jamais l'acidité du sol arrive jusqu'à la vacuole, ce qui n'est pas le cas en fait, la cellule régule l'acidité. Si jamais c'était ça, bah, il devrait être en sol acide, il devrait être rouge. En fait, l'histoire est plus compliquée. Ce n'est pas l'acidité qui joue. Certes, les anthocyanes ont une couleur qui va du rouge au bleu selon l'acidité, mais il y a un autre facteur qui compte, c'est la présence de métaux. Et en présence de métaux, notamment d'aluminium, vos anthocyanes, même à pH acide, deviennent bleus. Or, dans les sols acides, l'aluminium est souvent libre de circuler. Et comme il circule, il arrive à la plante, pour laquelle l'excès d'aluminium est toxique. Que fait la plante? Elle prélève l'aluminium et elle le met dans ce sac dont rien ne fuit et qui permet de détoxifier les toxines et où elle met aussi ses déchets, la vacuole. Et du coup, vos anthocyanes rencontrent de l'aluminium qui est là parce que la plante essaie de s'en débarrasser. D'ailleurs, elle s'en débarrasse tant et si bien qu'elle le met dans des parties qui ne vont pas tarder à tomber et retomber par terre. Mais en tout cas, c'est dans les sols riches en aluminium, qui sont toujours des sols acides, mais il ne suffit pas qu'ils soient acides, il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'aluminium dedans. Les sols acides et riches en aluminium vous donnent des hortensias bleues. Voilà réglé le cas des hortensias, mais revenons là-dessus. Vous voyez que les couleurs des fleurs sont construites par des tanins colorés, et il n'y a pas que les couleurs des fleurs. Les anthocyanes s'en donnent à cœur joie dans les fruits également, avec des changements de couleur qui doivent bien nous refléter des changements d'acidité, je pense. Et les flavonoïdes s'en donnent aussi à cœur joie dans d'autres fruits, à la couleur jaune ou orange. Très brièvement, certains tanins sont aussi capables de contribuer aux odeurs, et je vais juste vous en citer un. Ces tanins, ces petits tanins volatiles, comme le phényléthanol, qui sont responsables de l'odeur de fleurs comme la rose ou de fruits comme le litchi. Ils sont également recrutés pour l'affichage odorant des fleurs à polliniser et des fruits dont les graines sont libres ou prêtes à la dispersion. Bref, photoprotecteurs voire chauffants, antioxydants et antiradicaux libres, cicatrisants, signaux colorés ou olfactifs. Vous voyez vraiment que c'est un couteau suisse des plantes qui est utilisé à de multiples fonctions, parfois simultanées. Et vous comprenez aussi pourquoi les tanins sont associés au plaisir des sens. On y arrive doucement. Colorés, odorants, mais aussi astringents, ils chatouillent nos sens. Cela dit, arrivé ici, il faut progresser dans notre démonstration parce que pour l'instant c'est une histoire de plantes. Et si ça nous permet de revisiter un certain nombre de traits de la vie et de la survie des plantes, on est encore dans l'anecdotique car on n'est pas encore dans la dimension écologique que prennent les tanins. Voyons maintenant comment ils prennent une autre dimension, une dimension paysagère et écologique. Vous savez que les plantes sont beaucoup plus raides au toucher que les animaux. C'est dû notamment à cette paroi qu'elles ont. Mais cette paroi, elle est assez rigide dans des tissus comme les nervures des plantes herbacées ou les troncs et les branches des buissons et des arbres. Qu'est-ce qui est raide dans le bois ou dans les nervures, qui sont des petites formations de bois? Eh bien, quand on regarde les cellules du bois ou les cellules des nervures, on s'aperçoit que c'est des cellules qui sont mortes. Elles sont vides. Il n'y a plus que leur emballage, qui ici est coloré en rose et en vert, par une coloration qui permet d'identifier la présence de 2 molécules qui sont en fait les constituantes de la paroi des cellules du bois. Ces 2 molécules sont la lignine en vert
et la cellulose en rose. La cellulose, c'est mou. Touchez le résumé de cette conférence, vous verrez, le papier, c'est de la cellulose. Donc en fait, c'est mou la cellulose. C'est résistant à l'attraction, mais c'est mou. La lignine, en revanche, est le composé qui s'accumule dans ces parois cellulaires et les rend rigides et en fait du bois dur. Cette lignine est un gigantesque tanin qui est lié à tous les composants de la cellule et qui peut être finalement aussi gros que le morceau de bois. C'est une énorme molécule où on retrouve quelques phénols, on retrouve quelques-unes de ces fonctions qui signent les tanins. La lignine, le rigidifiant du bois, des nervures et de tout ce qui est raide chez les plantes, c'est un tanin géant. Mais ce n'est pas le seul. Les plantes ont aussi une écorce. Même les petites plantes herbacées ont une écorce, même si elle est très mince. Une écorce qui est imperméable et qui empêche que les sèves qui circulent dans la plante ne fuient ou ne s'évaporent avant d'arriver à leur but. Et cet imperméabilisant, c'est l'écorce, et l'écorce est aussi faite de cellules mortes, mais mortes en accumulant dans leurs parois un autre composé qui est également un tanin, la subérine, et qui est responsable de l'imperméabilité des écorces et des surfaces des plantes. Donc c'est un imperméabilisant qui, de plus, a des fonctions d'isolation thermique et qui permettent au tissu de ne pas prendre le froid ou le chaud quand il fait trop chaud ou trop froid dehors, et qui est également, quand il est très épais, une protection contre le feu. Pensez au chêne-liège. Et d'ailleurs, pensez-y très fort, car l'écorce du chêne-liège est faite donc d'une très grande accumulation de subérine, et nous l'utilisons nous-mêmes comme imperméabilisant dans les bouchons, ou comme revêtement protecteur contre les écarts de température, et même d'ailleurs comme isolant phonique, comme isolant acoustique. Au total, la subérine et la lignine, qui sont deux tanins géants présents respectivement dans le bois et l'écorce, représentent entre 20 et 30% de la masse végétale. Et comme la masse végétale, c'est l'essentiel de la masse des écosystèmes, eh bien, vous venez de découvrir que les tanins représentent un bon tiers de la biomasse des écosystèmes qui nous entourent. C'est donc rien moins qu'anecdotique que les tanins quantitativement. Mais si c'était que ça, ce ne serait pas encore très important écologiquement. Bien sûr, ça fait le paysage. Dès qu'il y a un arbre, un buisson, ou même une plante qui se tient droit, la lignine est là. Mais il y a plus. Je vous emmène tout près de maintenant. Je vous emmène en automne. En automne, vous savez, et ça se voit d'ailleurs dehors, rien qu'en ce moment, les feuilles changent de couleur, elles jaunissent ou elles deviennent oranges. Ce joli changement de couleur précède l'arrivée à une couleur uniformément brune. Pourquoi les feuilles changent de couleur en automne ? Pourquoi elles deviennent brunes ? Voilà les questions que nous ne nous posons pas assez, alors même que nous sommes environnés de cette constatation tous les ans à la même saison. Pourquoi ? Alors bien sûr, au début de cette histoire, il y a évidemment la perte de chlorophylle. On comprend très bien qu'effectivement la chlorophylle disparaît. Et elle disparaît tout en même temps qu'un grand nombre d'autres composants de la feuille que la feuille renvoie vers la tige avant de tomber. C'est la récupération de tout ce que contient la feuille. Bon, mais ce n'est pas la disparition du vert qui fait la couleur rouge, par exemple. Car s'il y avait eu du rouge dans cette feuille verte, rouge et vert, ça fait noirâtre. Rappelez-vous vos beaux mélanges de peinture. Là. Quand on est gamin, on essaie de mélanger toutes les belles couleurs de peinture, puis finalement on arrive à du marron. Mélangez du rouge et du vert, vous arrivez à du marron. Non, non. Clairement, ici, il y a quelque chose qui s'est accumulé, quelque chose qui est parfois jaune, parfois rouge, parfois orange. Au Japon, il y en a même des feuilles en automne qui sont roses. Mais nous, on n'a pas ça. Et ce qui s'accumule, ce sont des tanins colorés. Encore des flavonoïdes, encore des anthocyanes, et d'ailleurs aussi des tanins non colorés. Témoin, la dégustation que vous pouvez faire, alors n'allez pas déguster n'importe quoi, faites ça sur du chêne ou sur un érable. Goûtez un petit peu et recrachez bien sûr, et vous verrez que, alors que la feuille verte a un goût de salade un peu désagréable, mais sans plus, les feuilles colorées, elles, ont une énorme astringence. Elle montre bien par là l'accumulation de tanins, colorés ou non. On sait pourquoi ça change de couleur, mais on ne voit pas très bien pourquoi la plante accumule des tanins dans une feuille qui va tomber. Alors il y a deux grandes explications, il y en a même plus, mais il y en a deux grandes. La première, c'est que cette feuille n'a plus sa crème solaire que représente la chlorophylle. Je rappelle que la chlorophylle renvoie le vert et consomme le reste pour faire la photosynthèse. Ça absorbe la lumière et ça la renvoie d'une telle sorte que la lumière ne peut pas faire de dégâts dans les cellules. Quand vous retirez la chlorophylle, quand la photosynthèse cesse, votre feuille devient sensible au soleil et elle retrouve finalement, vous voyez, c'est là où la vieillesse finalement est un retour en enfance d'une certaine façon, elle retrouve ce qu'on a eu dans les jeunes pousses, la nécessité d'une crème solaire qui en plus va la chauffer, vous vous rappelez ? Et en automne, chauffer les feuilles, comme il commence à faire frais, c'est une bonne idée.
Donc c'est une protection contre la lumière et puis un chauffage. Mais ce n'est pas tout. Pour bien comprendre pourquoi les tanins s'accumulent, il faut comprendre pourquoi la feuille devient brune. Alors quand on goûte la feuille brune, suite de la dégustation, et bien là en général, l'astringence s'effondre complètement. Il n'y a plus d'astringence. On ne sent plus les tanins. Où sont-ils passés? À la mort de la cellule, les tanins qui sont accumulés dans la vacuole vont finir par sortir de cette vacuole qui se dissocie parce que la cellule commence à tomber en lambeaux. Quand ils sortent de la vacuole, que font-ils? Ils attaquent les protéines qui restent. Je vous rappelle, c'est un peu leur obsession. Ils s'attachent à ces protéines et ça les fait changer de couleur, d'où le brunissement. Et comme ils sont attachés à ces protéines, eh bien, quand vous goûtez la feuille morte, il n'y a plus du tout d'astringence car ils ne sont plus libres pour se fixer à vos protéines. Ce qui est brun, c'est un complexe de tanins et de protéines qui se forme dans la cellule morte et qui va finalement emprisonner tous les restes de la cellule sous forme de quelque chose qu'on appelle des pigments bruns. Ces pigments bruns, les voilà dans une coupe de feuilles, vous voyez, c'est ces gouttelettes un petit peu brunes. Ces pigments bruns qui donnent la couleur des feuilles brunes, c'est tout le reste de la cellule pris sous forme d'un espèce d'agrégat de tanins et de protéines. Et cet agrégat, qui explique la couleur des feuilles mortes, il va aussi avoir un rôle vital sur la fertilité des sols, vous allez le voir. Car effectivement, c'est là qu'est l'azote, c'est là qu'est le phosphate, c'est là qu'est le soufre qui tombe par terre, que la plante rend au sol. Alors, quand le temps passe, les feuilles blanchissent, elles sont attaquées par des microbes qui attaquent ces pigments bruns. C'est assez dur à faire parce que leur structure chimique est un petit peu délicate, donc ils font ça assez lentement, et ils vont le faire à un rythme qui va libérer du phosphate, libérer de l'azote, libérer du soufre, à un rythme compatible avec le prélèvement de ces ressources par les racines des plantes. Donc c'est un engrais retard. Et c'est un engrais retard qui présente l'intérêt, cet engrais retard, d'être complètement insoluble et d'attendre calmement pendant l'hiver que les conditions redeviennent favorables à l'activité des microbes. Regardez plutôt. À l'automne, les tanins accumulés dans les feuilles permettent la formation de pigments bruns. Mais ces pigments bruns sont des gros agrégats moléculaires que l'eau ne peut pas entraîner. Quand l'hiver arrive là-dessus, vos pigments bruns restent en place, ils ne peuvent pas être entraînés par l'eau comme auraient été entraînés par l'eau les restes de la cellule s'ils n'avaient pas été reliés au tanin. Donc la fertilité, la promesse d'azote, la promesse de phosphate, la promesse de soufre reste dans le sol. Quand le printemps revient, les microbes commencent à attaquer ça et libèrent de l'azote, du phosphore, du soufre, et puis ils respirent et ils libèrent du CO2, et tout ça, ça permettra de refaire des feuilles à la plante. C'est un engrais retard qui a la caractéristique de ne pas fuir dans l'écosystème pendant l'hiver et d'attendre qu'à la bonne saison, les microbes l'attaquent, attaque qui est difficile et lente, mais compatible avec la libération d'une minéralité qui va nourrir au fur et à mesure les racines. Bref, tout ce que la plante n'a pas pu récupérer, elle l'emballe sous forme de pigments bruns qui sont un engrais retard qu'elle délivre à ses racines. Et ça, c'est ce qui se passe dans les écosystèmes fertiles comme nos prairies ou nos bois. C'est ce qui permet la fertilité de nos sols. Et qui fait aussi la couleur du sol, car la couleur du sol, ce sont tous ces pigments bruns qui s'accumulent. Laissez-moi maintenant vous emmener dans un endroit un tout petit peu moins fertile. Je vous propose de passer quelque temps ensemble dans les Landes du Connemara ou encore sur une lande bretonne. Vous remarquez qu'ici, il ne pousse pas de forêt et il n'y a pas d'agriculture, en tout cas il n'y a pas de culture végétale. Ici, les sols sont extrêmement infertiles. En fait, dans ces sols-là, les végétaux qui poussent là introduisent énormément de tanins. Tellement de tanins que une fois qu'on a attaché des tanins à toutes les protéines qu'il y a dans les restes de plantes, il en reste encore qui sont libres. D'ailleurs, on le voit parce que quand l'eau coule, elle a une couleur tannique. Ce sont les eaux chocolatées que vous avez en Écosse, par exemple, ou dans les rivières bretonnes, ou dans les landes d'altitude des Vosges ou du Massif central, voire même de certains coins des Cévennes. En fait, la matière organique qui s'accumule sous les plantes qui poussent là, notamment des bruyères et des myrtilles aussi, cette matière organique est tellement riche en tanins que ces tanins sont toxiques pour les microbes
Et cet excès de tanin libre, qui n'est pas tamponné, pas absorbé par les protéines, eh bien, ça va tout simplement bloquer la décomposition. Et il n'y a pas de microbes qui arrivent à vivre là. Et il n'y a pratiquement pas, du coup, d'attaque de cette matière organique. Ce qu'on appelle la terre de bruyère, c'est de la terre qui a... C'est des morceaux de bruyère fragmentés qui ont 100, 200 ans, et qui sont là et qui ne se décomposent pas. Et donc, il n'y a absolument rien ici pour pousser. En d'autres termes, dans les cas où il y a beaucoup de tanins, certains forment des pics membrins, oui, mais d'autres restent libres, faute de trouver protéines à qui s'adjoindre. Et du coup, les microbes ont beaucoup de mal à se développer à cause de la toxicité des tanins, qui empêchent leurs enzymes de fonctionner, ces enzymes avec lesquelles ils attaquent la matière organique. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de recyclage, et du coup, en fait, les plantes ne poussent pas beaucoup. Et d'ailleurs, comme elles ne poussent pas beaucoup, elles sont stressées. Et qu'est-ce qu'elles font quand elles sont stressées? Encore des tanins. Et c'est reparti pour un tour. Dans ces écosystèmes-là, il est hors de question de semer des salades, des carottes ou des tomates. La seule chose qu'on peut faire de ces écosystèmes, à moins de les violer, ce que je veux dire par là, c'est rajouter des tonnes de calcaire, rajouter des tonnes de phosphate, des tonnes d'azote, de bouleverser leur structure. La seule chose qu'on peut faire, c'est de lâcher des bestioles qui arrivent à manger ça, qui se débrouillent comme elles peuvent avec les tanins, et de temps à autre d'en attraper une. Nous mangeons trop de viande, c'est certain. Mais il y a une place pour un peu de viande dans notre alimentation, car nous sommes omnivores. Et la viande écologiquement vertueuse, c'est celle qui vient de ces sols dominés par des tanins, où on ne pourrait pas installer d'agriculture, mais on peut faire de l'élevage. Je ne vous parle pas de viande nourrie avec des tourteaux de soja qui viennent d'Argentine, là. Je vous parle de ces écosystèmes où il vaut mieux faire de la viande que d'espérer faire de la plante. Un autre exemple, c'est les désalas d'Espagne, où des sols rendus très tanniques par certains chênes qui n'y poussent pas très vite, sont très favorables à la production du cochon qui en plus a un goût absolument délicieux parce que les tanins pénètrent jusque dans la chair et contribuent au goût de ces cochons. Bref, ici, nos tanins ont acquis une stature écologique. Ils construisent le paysage en permettant de construire les plantes dont ils assurent le port dressé et l'imperméabilisation. Ils construisent la fertilité des sols, ou d'ailleurs, quand ils sont en excès, leur infertilité. Et quelque part, ils commandent le type de paysage. Qu'est-ce qui va pousser là? Est-ce que ce sera une forêt? Est-ce qu'on va pouvoir faire de l'agriculture? Ou est-ce que ce sera une lande? Et le type d'agriculture qu'on peut espérer y conduire. Et arrivé à ce point, je pense que je peux vous remontrer cette image. Vous les voyez, les tanins, maintenant? Et oui, ils sont dans la couleur de ces fleurs, ils sont dans ce bois, ils sont dans ces feuilles mortes. Je les devine partout maintenant. De toute façon, 30% de la biomasse des écosystèmes, ça ne peut pas passer inaperçu. Et finalement, c'est dans cette boîte à outils des végétaux qu'on va se servir, nous autres, et qu'on va récupérer les propriétés de ces tanins qui sont résistants et imperméables, qui sont souvent colorés, pas tous, mais beaucoup, qui sont parfois odorants et goûtés, qui sont antioxydants, voire antimicrobiens, puisqu'ils empêchent les microbes de digérer, tout comme ils empêchent les animaux de manger. Résistants et imperméables, bon, je ne vais pas vous refaire le coup du cuir ou du bouchon, je pense que c'est déjà clair ici, c'est une source de matériaux. Je voudrais juste faire un détour par le bois, qui est un matériau de construction, et un bois en particulier, qui est le bois de châtaignier. Vous savez que beaucoup de nos plus vieilles charpentes sont en châtaignier. Et d'ailleurs, on dit du châtaignier qu'il écarte les araignées. Il n'y a pas d'araignées. En fait, le châtaignier est très riche en tanins. Si vous avez des doutes là-dessus, je vous invite à manger des châtaignes non cuites. Bon, la cuisson fout en l'air les cellules et les tanins commencent à s'accrocher aux protéines. Il n'y a plus d'astringence. Mangez une châtaigne crue ou alors mangez du miel de châtaignier. Il est extrêmement tannique aussi parce qu'il y a du tanin jusque dans le nectar. Alors, le châtaignier, en fait, écarte les animaux et les micro-organismes qui peuvent l'attaquer. Et donc, pour des prédateurs comme les araignées, il n'y a rien à bouffer. Donc, il n'y a pas d'araignées non plus. Et la plupart de nos plus vieilles charpentes, parce qu'elles sont évitées par les microbes, en tout cas plus que les charpentes de chêne, la plupart de nos très vieilles charpentes sont en châtaignier, à cause de la richesse en tanins du châtaignier. Colorés, les tanins ont longtemps été, avant que l'industrie chimique ne prenne le relais, la source des couleurs de nos vêtements et de notre environnement. Je vous citerai par exemple une plante qui a été beaucoup cultivée autour de Montpellier et qu'on retrouve sauvage autour d'Aigues-Mortes, ensauvagée autour d'Aigues-Mortes, mais qui a de proches parents sauvages aussi autour de Montpellier, la garance. La garance des teinturiers pour la forme cultivée, et puis sauvage et spontanée autour de Montpellier, la garance voyageuse. Cette plante a une racine rouge, vous pourrez déterrer de la garance si vous voulez, vous verrez, qui est rouge mais jaune à pH acide et au total qui fait un joli pigment dont on avait fait les pantalons de l'infanterie française jusqu'en
1914, on s'est aperçu que les Allemands finissaient par apprendre que le rouge était l'endroit vers lequel on devait tirer. Et c'est là que l'uniforme français est devenu complètement bleu. Donc voilà un exemple de pigment rouge, et les pigments rouges étaient d'assez bonne valeur commerciale. C'était dur d'obtenir du rouge, et en même temps c'était très apprécié. Et donc ceci nous explique pourquoi le Brésil a son nom actuel. En effet, lorsque les Portugais arrivent au Brésil, ils arrivent avec une mission, rappelez-vous, d'évangélisation, et ils appellent cette terre la terre de la vraie croix. Mais le nom va rapidement disparaître devant l'engouement pour des arbres dont le bois est rouge de tanin. Les pau-brasil, les arbres couleur de braise, qui sont des Caesalpiniacées, c'est-à-dire de proches parents, par exemple des acacias ou des mimosas. Et ce bois rouge râpé donne un colorant de grande valeur commerciale, et il va faire la richesse, bien plus encore que l'exploitation minière qui se développera après, va faire la richesse des premiers colons, et qui vont donner le nom de cet arbre au Brésil. Le Brésil renvoie à la couleur de braise du cœur de ces arbres qui ont longtemps été une source de pigments pour les Européens. Donc le rouge, c'est souvent une histoire tannique. Le jaune, c'est assez souvent, pas exclusivement, il y a d'autres pigments jaunes chez les végétaux, c'est souvent aussi une histoire végétale, comme la lutéoline, un pigment jaune dont d'ailleurs Chevreul avait découvert ou identifié la formule chimique au muséum lors d'une de ses 86 années passées à faire de la recherche en chimie au muséum. 86 ans au muséum. On souhaite ça à tout le monde. Il n'y a que les dinosaures et les animaux empaillés qui font plus longtemps. Bon, dans les couleurs, il y a aussi des couleurs alimentaires, et sans entrer dans un catalogue, c'est en particulier le curcuma, qui est un composant très utilisé dans le curry, qui doit sa couleur, ici, à des tanins. Alors justement, là, on arrive à des formes alimentaires, et on arrive dans les aspects goûtés aromatiques des tanins. Ces aspects goûtés et aromatiques, vous les connaissez parce qu'une grande partie du goût des cafés, c'est les tanins qui font le charme et d'ailleurs la couleur aussi du café. Bon, il y a aussi des molécules qui sont dues au grillé des fèves, mais bon, c'est autre chose. Le chocolat aussi. Et le chocolat, vous savez, il a une espèce d'onctuosité, d'épaisseur, de velouté en bouche, qui est en fait une légère astringence. Vous voyez qu'un petit peu d'astringence, ça peut être sympathique. Hein, le velouté du chocolat en bouche, ce sont des tanins. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont connu les cacaos à l'ancienne, d'une part, ils connaissent leur extrême astringence et leur grande amertume, qui est aussi un trait des tanins. Et puis ils savent qu'on les faisait toujours dans du lait. Pourquoi ? Parce que les protéines du lait permettait de prendre l'astringence des tanins et d'éviter de la ressentir trop. Puis aujourd'hui, l'habitude du chocolat au lait a resté. Alors d'ailleurs, c'est très très difficile à digérer, parce que les complexes tanins-protéines formés, que ce soit du thé au lait, du chocolat au lait ou du café au lait, ces complexes-là sont très difficiles à digérer pour nous. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces préparations au lait sont un peu difficiles à digérer. Les tanins sont certes moins tanniques, moins astringents, ils n'ont pas l'air d'être là, mais le produit est moins digeste. Mais en fait, plus généralement, les tanins sont présents dans de multiples épices, comme l'acide cinnamique de la cannelle, comme l'anisole de l'anis. Alors là, je sais bien que ça a l'air un peu amusant, ce qui va suivre. L'estragol de l'estragon, l'apiole du céleri, apium en latin, la myristicine de la muscade ou le génol, du clou de girofle. Tout ça, c'est des tanins. Et là, on se demande pourquoi rajouter des tanins dans les aliments alors que, a priori, ils sont plutôt toxiques. Et ils le sont toxiques. Le génol du clou de girofle, par exemple, est tellement toxique qu'on l'utilise dans l'alcool ou dans les implants dentaires en dentisterie pour son effet antibiotique. La myristicine, en grande quantité, est hallucinogène. Alors n'essayez pas, parce qu'elle fait aussi très mal au bide en même temps, et donc c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Mais c'est une molécule qui est neurotrope et qui n'est pas très bonne pour les neurones. Un certain nombre de tanins, notamment des psoralènes présents dans le persil ou dans le céleri, provoquent des photosensibilisations en se liant aux protéines sous l'effet de la lumière, qui provoquent des irritations au soleil d'une part, et qui font que certains agriculteurs sont obligés au bout d'un certain temps de cesser de produire du persil ou du céleri parce qu'ils ont développé des sursensibilisations à ces molécules-là. Bon, alors là, vous vous demandez évidemment pourquoi rajouter des saloperies pareilles dans les aliments. Et en fait, ça renvoie aux autres propriétés. Regardez plutôt. Ces molécules sont antioxydantes
Et à l'époque où nous stockions les aliments comme nous pouvions, sans frigo, ça permettait de préserver la qualité moléculaire des aliments et de les protéger de l'oxygène. Mais surtout, ça permettait de les protéger des microbes. Car en fait, épicer, c'est mettre des toxines à une concentration qui est toxique pour les microbes, mais pas pour ceux qui vont manger l'aliment. D'ailleurs, on les met en surface des aliments, les épices, et donc elles forment un voile localement concentré là où arrivent les microbes. Il faut se rappeler que nous n'avons pas toujours eu de frigo et que la putréfaction des aliments était potentiellement dangereuse. En effet, par exemple, les bactéries qui s'attaquent à la viande, quand elles arrivent dans votre estomac, elles peuvent très bien prendre votre estomac ou votre intestin pour de la viande à manger. Et c'est très dangereux, la viande. C'est pas juste que c'est pas bon goût, c'est que c'est très dangereux. Et finalement, les épices ont de tout temps été des façons de protéger les aliments. Et ce qui est frappant, c'est que le recours aux épices est d'autant plus important que le climat est chaud. Il existe un lien entre la température moyenne des lieux et le nombre d'épices par recette, ou encore d'ailleurs le pourcentage de recettes où il y a des épices. Et ça va des gruaux estoniens qui sont relevés au miel. Oui, vous avez entendu, relevés au miel. Et donc pas vraiment très épicés, même s'il y a un peu de tanin dans le miel. Jusqu'au curry. Au curry, aux aliments indiens qui sont saturés d'épices. Alors, d'un côté, effectivement, on sent bien que plus il fait chaud, plus l'oxydation et l'activité microbienne vont se développer et plus l'ajout d'épices va être préventif de ces problèmes. Mais en même temps, spontanément, nous n'aimons pas du tout ces tanins. Prenons un nouveau-né qui n'a pas encore reçu de leçon sur ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Regardons sa face habituelle. Mettons-lui de l'eau dans la bouche, bon, ça ne lui change pas trop la mine. Mettons-lui de l'eau sucrée, il esquisse une mine plus réjouie. Et ça, c'est chez tous les primates. Hein. Vous avez chez les nouveau-nés des mimiques qui sont liés aux aliments, notamment aux aliments agréables. Et mettons-lui maintenant de l'amer, une des caractéristiques, par exemple un tanin un peu amer. Les tanins sont très souvent amers, et vous voyez ici qu'on a des grimaces de rejet, mais qui sont des grimaces qui mécaniquement vident la bouche. Vide la bouche. Nous sommes construits pour éviter les tanins. Et c'est pour ça que le grand évitement, ce n'est pas l'urine. C'est surtout qu'on n'en mange pas, parce que c'est astringent, parce que c'est amer et les goûts sont forts. Et les enfants mettent longtemps à se faire à des goûts forts. Ils mettent longtemps à apprécier l'amer. Et ils mettent aussi longtemps à apprécier l'astringence. Néanmoins, on nous apprend à aimer ça. Et ce sont des goûts acquis que les goût tannique ou la présence des tanins dans l'alimentation ou dans les boissons. C'est quelque chose que l'on apprend. Alors, venons-en maintenant aux boissons tanniques, puisqu'il en était question dans la diapositive précédente. Et bien, vous voyez que non seulement des boissons comme le vin ont des tanins colorés, mais elles ont aussi des tanins qui vont être sapides, qui vont avoir du goût, qui vont faire l'astringence ou le velouté. Pensez à une syrah, par exemple, bien conduite, le velouté du vin. Et ces tanins, ils proviennent bien sûr des raisins. Et si les raisins sont colorés, on pourra faire un vin coloré, d'autant plus qu'on fait macérer la peau et qu'on laisse le temps aux tanins et aux anthocyanes de sortir des vacuoles. Si on le laisse un peu, ce sera rosé. Si on le laisse beaucoup, ce sera un rouge. Mais on peut rajouter des tanins d'autres sources. Si vous lisez mon livre, vous verrez qu'il y a d'autres sources méconnues et très usées. Mais il y en a une qui est bien connue, c'est le fût. Et dans le fût, on récupère des tanins du bois. Alors des petits tanins qui sont dans le bois, mais pas seulement. Je vous emmène dans une tonnellerie maintenant. En effet, quand on assemble le tonneau au départ, les planches qui le constituent sont droites. Et donc, quand vous les réunissez à un bout, ça fait une jupe. Je veux dire, l'autre bout, comme les douelles, c'est le nom de ces planches, sont droites, c'est disjoint. Alors, pour rassembler les douelles par la base, on se livre à un chauffage. C'est-à-dire qu'on prend cette espèce de jupe et on met le feu, on allume un feu à l'intérieur, et donc ça chauffe, et on chauffe en présence d'eau. C'est-à-dire qu'on ne chauffe pas beaucoup, et on inonde régulièrement, et le bois chaud et humide va devenir un peu souple. On va pouvoir réunir à la base les planches. On ne s'arrête pas là. On fait ensuite un deuxième chauffage qu'on dit organoleptique, qui va changer les caractéristiques de goût du bois, un chauffage assez fort pour casser la molécule géante de lignine en petits morceaux. Et donc, on va non seulement avoir les tanins qui étaient dans le bois de tout temps, qui vont passer, les petits tanins capables de passer dans le vin, qui étaient là à l'origine, mais on aura aussi un certain nombre de tanins qui sont issus
de la destruction par la chaleur de la lignine. Si la chauffe est légère, les arômes seront toastés, un peu comme du pain grillé. Si la chauffe est plus forte, les arômes commenceront à être plus vanillés. Si elle est encore plus forte, pensez à des primitivos italiens, là, ce sera des arômes chocolatés qui viendront. Et donc, quand vous commandez un tonneau, vous commandez la chauffe. Cette chauffe finale s'appelle le bousinage. Alors, évidemment, dans les films qui présentent la chauffe en question, on adopte un point plus technique, mais le bousinage, c'est une jolie opération qui permet de choisir le goût que le fût donnera au vin. Et si on l'utilise avec subtilité, bien ma foi, ça fera du vin. Voilà. La bière est également héritière de tanins qui viennent, mais en petite quantité, du malt, qui sert à faire la bière, et qui est présent, certes avec d'autres composés qu'on appelle des terpènes, dans le houblon. Et que ce soit dans le vin ou dans la bière, vous allez avoir des rôles antioxydants, des rôles antimicrobiens qui vont éviter la prolifération des microbes indésirables et laisser se développer ceux qui vont mûrir le goût. Il y a également des boissons chaudes qui sont tanniques. Le thé, le rooibos, le maté, qui est en fait fait avec une plante très proche du hou, et toutes les infusions. Et en fait, vous avez là les façons dont historiquement l'homme a réussi à boire de l'eau, alors même que toutes les eaux qui environnent l'habitation sont contaminées par des contaminations fécales. Et donc, sont propres à coller la dysenterie. Vous l'avez oublié parce qu'aujourd'hui, l'eau du robinet est potable, mais une plaie de l'humanité, ça a été la dysenterie. C'est cette diarrhée qui se termine par la mort, parce que tout finit par sortir du corps, y compris toute l'eau. Et la dysenterie a longtemps été un fléau qu'on a vaincu en buvant des boissons soit alcooliques et tanniques, bon, l'alcool fait aussi son rôle de nettoyage, soit des boissons chauffées et tanniques. Sachant que le chauffage et l'alcool, c'est une chose qui protège, mais les tanins vont protéger ça en allant pénétrer les aliments et aussi éventuellement détoxifier les bactéries qui pourraient être présentes dans le reste des aliments. Quand Pasteur dit que le vin est la boisson la plus saine qui soit, on en sourit parce qu'on pense que Pasteur est finalement le véhicule des lobbies de la vinification et de la viticulture en France. C'est peut-être en partie vrai, mais il le dit à une époque où l'eau n'est pas potable. Et les tanins ont d'abord permis à l'homme de boire. Alors évidemment, que ce soit les épices sur les aliments ou les tanins du thé ou du vin ne sont bien sûr plus nécessaires aujourd'hui. C'est évident qu'aujourd'hui, nous avons des aliments sains, des aliments frais, pas oxydés, conservés d'autres façons, mais l'habitude, l'apprentissage des tanins qui se faisaient de génération en génération continue de se faire. Et la transmission culturelle persiste, là où la logique biologique qu'il avait mis en place n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, si vous me dites, nous mettons des tanins dans nos aliments parce que c'est bon, c'est devenu vrai, mais c'est un fait culturel, et ce n'est pas parce que c'est bon spontanément pour l'homme, c'est bon parce qu'on nous apprend à l'aimer. Voilà un long périple qui nous a permis de parler de plantes, mais aussi de leur rôle dans l'écosystème et de la façon dont l'homme se sert dans la biodiversité chimique naturelle. Les tanins des plantes, vous voyez, les protègent, les colorent et les parfument, les construisent, si vous pensez à la lignine et à la subérine, et puis ils construisent aussi les sols et leur fonctionnement. Face à ça, nous avons utilisé les tanins pour protéger nos aliments. Nous avons fini par apprendre à nous réjouir des qualités organoleptiques des tanins. Nous les utilisons aussi comme matériaux. Et enfin, nous faisons l'agriculture qui convient à chaque endroit, qu'elle soit faite de plantes semées ou d'élevage. Et quelque part, les tanins construisent notre environnement. Et vous voyez qu'il y a un cousin à la maison qui est là tous les jours et dont on oubliait jusqu'au nom. Alors ça, c'est aussi quand même quelque chose qui réjouit nos sens, qui colore notre vie, et quelque part, réexaminer les tanins, et les examiner attentivement, c'est apprendre à se servir de son nez, de sa bouche, comme d'un détecteur chimique, mais aussi d'une source de plaisir. Et quelque part, les tanins, vous les aviez sentis, vous les aviez vus, avant même que leur nom ne s'imprime sur chacune de leurs si nombreuses manifestations. On aurait envie d'écrire un livre à ce propos. Mais quoi qu'il en soit, j'espère vous avoir fait revisiter des choses assez ordinaires, assez quotidiennes, et qui portent haut les couleurs, les goûts, les odeurs des tanins.
C'est ce que je voulais vous raconter ce soir. D'abord, vous dire que j'ai enfin l'explication de la raison pour laquelle j'écris tanin avec un seul N, alors que vous l'écrivez avec deux. Et pour moi, c'était un cauchemar. Je sais pourquoi. C'est parce que je suis bretonne, et donc celte, et que donc tanin vient de tan, qui est le mot celte qui veut dire chêne. Eh bien, ce soir, j'ai appris ça et bien d'autres choses. Donc, c'est passionnant quand même de vivre dans le Midi quand on est breton. Je pense qu'ici, comme tout... Juste une chose, pourquoi j'ai choisi 2N aussi? Parce que c'est vrai que... Alors, je ne veux pas faire les réponses et les questions, mais l'idée, c'est que tous les dérivés de tanin, tannique, tannage, tanneur, ont 2N. Je trouve ça plus cohérent. Non, mais c'est une question de phonétique à ce moment-là. Enfin, on va débattre à l'infini entre une bretonne et un breton, non? Oui, ça risque d'être trop long. Moi, je suis de Languedoc. Simplement, ma question à moi, elle est beaucoup plus... J'aurais une question très simple, parce que j'ai trouvé passionnant tout, puis avec de jolies images, de jolies couleurs, mais j'ai enfin compris, je crois, que dans les villes, dans le temps, quand j'étais enfant, et même dans la cour de récréation de l'école où ma mère était directrice, quand les feuilles tombaient, on ratissait les feuilles, mon père faisait des tas, et dans les jardins publics, on faisait des tas de feuilles et on les brûlait. C'était donc une hérésie. Parce qu'on évitait de ramener dans le sol le phosphore, l'azote, tout ce que vous avez dit. Donc en fait, il ne faut pas brûler les feuilles à l'automne. Ou alors il faut épandre les cendres, mais bon, c'est qualitativement moins intéressant parce que leur pouvoir minéral est maintenant soluble, une fois qu'il est dans les cendres. Et effectivement, si on les a brûlés en automne, tout ça va partir pendant l'hiver. Alors vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a des pratiques qui se développent aujourd'hui de fertilisation des sols agricoles en allant chercher de la litière en forêt. Alors vous comprenez, effectivement, c'est pas bête dans l'idée, mais c'est un peu dommage pour la forêt parce qu'on est en train de lui enlever une partie du retour de la fertilité au sol. Mais ça justifie d'autant plus qu'on fasse le compostage des feuilles qu'on ramasse dans les villes. Absolument. Voilà. C'était pas une question, mais un peu quand même. Mais alors maintenant, vous avez plein de questions à poser, je suis sûre, parce que je ne peux pas toutes les faire quand même. Hein. Alors, Marc-André, quid du rôle des tanins cette fois-ci, non pas des tanins du vin en particulier, non pas sur nos aliments, mais dans notre corps, puisqu'ils sont si vantés comme antioxydants, 3 verres de vin par jour, etc. etc. Qu'est-ce qu'il en est, effectivement, une fois qu'ils ont passé la barrière intestinale et qu'ils sont dans notre sang, s'ils y arrivent un jour? Eh ben, de fait, ils y arrivent. Hein. Beaucoup des tanins du vin que nous buvons arrivent dans le sang. Le vin blanc a également des tanins, hein, quelques flavonoïdes, de la quercétine, tout un tas de tanins qui seront moins colorés que les anthocyanes du rouge, qui sont un peu moins abondants. On compte qu'il y a 5 à 10 fois moins de tanins dans un vin blanc, mais il y en a quand même. Et donc, quand tu bois du vin, effectivement, tu as des tanins qui passent dans le sang. Et je vois à quoi tu fais allusion. C'est ces tanins antioxydants dont on dit qu'ils expliquent le French paradoxe. Cette idée qu'à nourriture aussi grasse, les Américains développent plus d'incidents cardiovasculaires que les Français. Et donc il y a un paradoxe à ce que soumet une alimentation qui devrait faire des incidents cardiovasculaires fréquents, les Français en aient moins. Et l'une des explications que l'on propose, c'est que le fait de boire de l'alcool entraîne des teneurs en tanins plus élevés du sang, qui vont avoir deux rôles, des rôles directs par rapport aux graisses, mal définis, et aussi des rôles antioxydants. Or, l'oxydation est un phénomène qui est lié à la formation des plaques d'athérosclérose, ces plaques de gras qui bouchent les artères. Donc, on dit souvent, et on a même un tanin que l'on propose être responsable de ça, le resveratrol. On propose que ce soit les tanins du vin qui expliquent le French paradoxe. À vrai dire, le French paradoxe n'est pas expliqué, et on sait aujourd'hui que l'état de santé des gens ne corrèle pas avec leur teneur en resveratrol dans le sang. Le resveratrol a peut-être des propriétés définies sur les bactéries, les levures ou les souris, mais chez l'homme, c'est loin d'être clair. Et puis d'ailleurs, le resveratrol n'est sans doute pas le meilleur antioxydant du vin. Il y a en bien plus grande quantité, avec un facteur 10, des flavonoïdes qui sont beaucoup plus antioxydants. Alors, ces antioxydants ont sans doute des rôles sur la santé, mais les tanins n'ont pas que des bons rôles, et il n'est pas dit que les tanins du vin qui arrivent dans le sang soient que positifs. D'ailleurs, la consommation de thé corrèle avec un accroissement du risque de cancer du tube digestif. Mais
une diminution du risque d'autres cancers plus à l'intérieur de l'organisme. Et il faut bien voir les tanins comme quelque chose qui n'est ni nécessairement bon ni nécessairement mauvais. Ce sont souvent des janus, capables du pire comme du meilleur. Quant à l'idée que le vin protège des accidents cardiovasculaires, elle est encore largement à démontrer. Mais clairement, les vins sont source d'antioxydants dans notre organisme. Ça, c'est sûr. Bonjour. J'ignorais tout des tanins, donc j'ai appris plein de choses. Et une question, puisque les tanins sont dans tout, est-ce que c'est ce qui explique que nous ne mangions pas de carnivores qui mangent des carnivores? On ne mange pas de renard, on ne mange pas de loup. On mange des carnivores qui mangent des insectes, mais on ne mange pas de carnivores qui mangent d'autres quadrupèdes, on va dire. Alors, il y a une première raison écologique au fait de ne pas manger des animaux qui mangent... en tout cas, de ne pas élever des carnivores, c'est qu'on a tout simplement intérêt à manger ce qu'ils mangent. Et on en mangera plus. Bon. Donc ça, c'est pour la domestication. Maintenant, sauvage, on en mange. Mais simplement, bon, le renard, c'est pas très bon, donc on laissait ça à la piétaille après la chasse à courre. Hein. Et le chien, il y a des raisons culturelles de ne pas en manger, mais je crois qu'il y avait quand même pas mal de populations qui en mangeaient. Les Aztèques avaient des rituels autour de la consommation de chiens. Il y a certains coins de Chine qui sont moins grands qu'ils ne sont connus, où on mange du chien. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait autre chose que des raisons culturelles et, dans le cas d'espèces domestiquées techniques, à l'absence de consommation de carnivores. Non. Et de toute façon, tous ces animaux ne contiennent pas de tanins, ou s'ils en contiennent, c'est à l'état dispersé, parce qu'une fois de plus, ils n'ont pas de vacuole, les cellules animales n'ont pas ce sac interne. Alors, d'ailleurs, que je puisse dire un mot à un moment du pourquoi il y a cette vacuole. Vous avez remarqué qu'il y a une paroi autour de la cellule, où d'ailleurs va s'imprégner la lignine éventuellement pour la rigidifier. Nos cellules n'ont pas de paroi, ce qui explique d'ailleurs qu'elles soient plus molles. Hein. Touchez vos tissus, ils sont tendres. Et la paroi, en fait, oblige. Parce que quand une cellule de votre organisme a des déchets, elle les bazarde dehors. Et c'est emporté par le sang, et c'est les reins qui le traiteront. Si vous avez une paroi et que vous jetez vos déchets dehors, je dis souvent à mes étudiants, pardonnez-moi l'expression, vous chiez dessus, parce que ça va rester entre vous et la paroi. Donc on ne peut plus jeter les ordures dehors quand on a une paroi. D'où le fait que les organismes à paroi, comme les champignons et les végétaux et les plantes, aient une vacuole parce qu'ils ne peuvent plus vider les poubelles dehors. Donc elles ont un local à poubelle, un sac à poubelle hermétique à l'intérieur des cellules. Donc voilà, les carnivores, non, je verrais plutôt tout un tas de raisons qu'une seule raison, et pas de tanin. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi les feuilles de platane ne se dégradent pas. Elles tombent en poussière, mais elles ne se dégradent pas. Ça expliquerait peut-être pourquoi on les brûle dans les villes. Alors moi, il y a une chose que je voudrais savoir, c'est pourquoi chaque fois que je fais cet exposé, on me pose la même question. Mais c'est une bonne question, mais c'est quand même... là, c'est du n égale 12, hein, quand même. Et sur les 12 fois où j'ai fait cette conférence, on m'a posé 10 fois la question. Alors, du coup, j'ai étudié la question. J'ai été mordre des feuilles de platane pour voir si elles étaient plus tanniques que... Et en fait, bon, ma réponse va être un peu décevante. Hein, j'ai pas beaucoup d'explications à vous donner, mais ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que les feuilles de platane se dégradent à peu près aussi vite que des feuilles de chêne. Vous voyez, vous êtes sur les mêmes dynamiques de décomposition. C'est-à-dire des décompositions où vous avez quand même pas mal de tanins. Donc ça se dégrade, mais il y en a un peu en excès, et donc ça freine un peu les ardeurs des microbes. Donc c'est des feuilles à décomposition lente. Et vous êtes très sensible aux feuilles de platane et moins sensible aux feuilles de chêne parce qu'elles ne sont pas au même endroit. Les feuilles de platane sont en ville, en plus, souvent, elles n'ont pas accès au sol, donc il n'y a pas trop de microbes qui les colonisent, donc vous voyez plus leur persistance que vous ne voyez la persistance des feuilles de chêne. Mais renseignements pris, grâce aux 9 fois précédentes, c'est en gros comme une feuille de chêne, quoi, la vitesse de décomposition. Et je les ai goûtées au moment où elles vont... Alors elles jaunissent pas, elles. Bon. Mais au moment où elles vont commencer à brunir, je les ai goûtées, elles sont aussi tanniques que les feuilles de chêne. Pas plus, pas moins. Donc sans doute un tout petit peu trop pour que tous les tanins soient pris sur les protéines, ce qui va ralentir la décomposition parce qu'il y aura un peu de toxine, quoi. Mais pas d'une façon qui la ralentisse absolument, et en quelques années c'est fait. Comme pour le chêne.
Bonsoir, merci pour la conférence. Je ne savais pas que la science pouvait être intéressante. En venant ici, vous deviez vous en douter quand même. Je taquine. Je ne sais pas comment formuler la question, c'est en rapport avec celle du monsieur précédent. Sous quelle forme le tanin en consommation peut être le plus bénéfique et en apportant le moins de soucis, comme vous aviez dit tout à l'heure? Parce qu'on reste encore en mode diététique, ça fait du bien, etc. Est-ce que vous ne le recommandez pas? Pour vous, c'est vraiment commercial, ou est-ce qu'il y a un aliment qui apporte le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, qui apporte du bénéfique et pas trop de choses indésirables. C'est peut-être la question la plus difficile qui est à propos des tanins. Alors on va faire un détour par autre chose, et c'est une des choses que j'essaie d'expliquer dans le livre. Nous sommes omnivores. Nous sommes omnivores et donc on peut manger un peu de tout, enfin on peut mettre un petit peu de tout dans notre bouche. Mais on est adapté à rien en particulier puisqu'on peut manger tout. Si on était des koalas ou des castors, on pourrait manger la chose qu'on mange tout le temps, genre vous voyez l'eucalyptus pour les koalas, et on est parfaitement adapté quand on est un koala à ça. Mais nous, dans tout ce qu'on mange, il y a des molécules auxquelles on est relativement adapté et qu'on sait gérer, c'est-à-dire soit en faire de la chair, soit les utiliser pour nos cellules, soit les éliminer sans problème. Et puis il y en a auxquels on n'est pas adapté. Et quand on mange diversifié, chaque aliment nous tue un peu et nous nourrit un peu. Alors évidemment, il faut choisir que la balance penche du côté de la nutrition. Et ça devient très difficile sur les tanins parce que, comme ils ont des effets multiples, eh bien, ils peuvent à la fois avoir des effets qui endommagent certaines fonctions cellulaires, tout en ayant des effets antioxydants, comme on le disait, qui sont bons. Et donc, ils sont bons et mauvais à la fois. Et nous ne sommes pas vraiment adaptés aux tanins. Donc, si certains peuvent nous aider et peuvent avoir des vertus thérapeutiques, je pense par exemple aux tanins de la canneberge qu'on donne aux femmes et aux hommes, mais c'est surtout un problème féminin, qui sont soumises à des cystites récurrentes. Et ces tanins, en fait, passent dans l'urine et se fixent sur les protéines qui sont à la surface des bactéries et qui les aident, ces bactéries, à se fixer sur la paroi de la vessie. Du coup, comme les protéines ne fonctionnent plus, les bactéries ne se fixent plus sur la paroi de la vessie et hop, exit. Oui, là, typiquement, on est sur un tanin qui va être un tanin qui soigne. Bon. Donc, la réponse, c'est pour la plupart des tanins, ils vont être bons et mauvais à la fois. Et un spécialiste du thé à qui on demandait, mais finalement, alors le thé est-il cancérigène ou pas? Je vous ai dit qu'il y avait un problème, ça dépend de quel cancer on regarde. Et puis, est-ce que le thé est vert? Auquel cas, les tanins n'ont pas eu le temps, c'est séché tout de suite, ils n'ont pas eu le temps de se lier aux protéines, il y en a plus qui sont libres. Ou est-ce qu'il est brun? Rouge, comme disent les Chinois, brun, comme on dit, ou noir, comme on dit nous. Auquel cas, là, pendant le séchage, les protéines ont eu le temps de fixer les tanins, il y a moins de tanins libres. Mais dans tous les cas, ce spécialiste dit « oui, non, je ne sais pas ». Alors ça m'a un peu rassuré parce que j'ai trouvé sa réponse à cette question après avoir lu des piles de littérature qui disaient tout et son contraire, selon le type de cancer qu'on regarde, le type de thé qu'on regarde. Et c'est très difficile de répondre à cette question, comme c'est difficile de se nourrir quand on est omnivore. Parce qu'on est adapté à rien. Et les tanins sont le paroxysme de cette chose qui n'est pas faite pour nous et qui va mélanger peu ou prou des effets positifs et négatifs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des itinéraires culturels qui ont depuis longtemps montré que le vin sans excès, ou le thé sans excès, ou le café sans excès ne sont pas profondément toxiques. Et pour le coup, donc, il faut se fier aux essais de nos ancêtres, sans essayer d'en faire plus et trop, en essayant de se farcir de tanins ou les éviter foncièrement. Il faut là, finalement, reprendre cet héritage culturel qui les a réintroduits en sélectionnant ceux qui étaient les moins toxiques et aussi avec des doses où les toxicités ne s'expriment pas pour l'homme. C'est vague comme réponse, mais c'est la meilleure, je pense, que je puisse vous faire. Oui, merci pour la conférence. Tu nous présentais les tanins comme des molécules protectrices chez les plantes, notamment contre les herbivores ou dans les fleurs pour attirer les insectes. Mais il y a des structures chez les plantes qui ont plein de tanins qui sont destinés à être mangés, les fruits. Tu nous présentais une pomme tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est pas un peu paradoxal de faire une structure parfois très colorée, blindée de tanins, et qui est destinée à être mangée, justement? C'est une bonne question, et en réalité, reprenons le fruit. On est d'accord que par rapport aux consommateurs de fruits, il y a des tanins qui vont être vraiment agressifs et pas bons, et puis c'est ce que je disais sur les tanins, il y en a d'autres qui vont être plus neutres ou même carrément appétants, parce qu'ils signent de façon colorée ou odorante la présence du fruit. Alors, il faut qu'on parle 2 secondes de la maturation des fruits. Là.
au début, les fruits accumulent des tanins extrêmement astringents, perçus souvent comme amers, extrêmement agressifs pour les protéines, et croquer du raisin vert, croquer des prunelles pas mûres, ou même au début de leur maturité, c'est extrêmement désagréable. Le premier rôle des tanins dans un fruit, c'est d'empêcher les animaux de manger les fruits tant que les graines ne sont pas mûres. C'est quand les graines seront mûres qu'il sera utile que les animaux les dispersent, en les recrachant ou en les ingérant et en les relâchant avec leurs excréments. Bon. Et puis arrive la maturité qui est à la fois fait d'un changement de couleur, le fruit signale sa maturité, ça corrèle souvent avec la baisse d'acidité et l'augmentation de sucre. Et en même temps, les tanins subissent des remaniements à la marge, parce que les tanins ne se déplacent pas, hein. Ils meurent là où ils sont nés. Quand vous les avez mis dans une vacuole, vous ne les ressortez pas, parce que si vous les ressortez, c'est le bordel, ils vont faire des conneries dans les cellules. Donc les tanins meurent là où ils naissent. On ne les ressort pas. Mais on peut les modifier là où ils sont. Et ils sont modifiés pour devenir plus doux. Ils sont modifiés par des oxydations qui abîment les phénols et qui font techniquement des quinones, qui sont beaucoup moins capables de se lier aux protéines. Bon. Et ça, on le connaît bien en viticulture, puisqu'il y a une double maturité, on le sait maintenant. Vous récoltez vos raisins quand ils ont une maturité sucrée et quand ils ont une maturité tannique, qui correspond au maximum de coloration et à des tanins qui sont devenus intéressants aromatiquement et qui n'ont rien à voir avec les tanins amers, astringents et désagréables des raisins verts. Et donc, quand on récolte des raisins pour faire un bon vin, on les récolte à la maturité sucrée et à une autre maturité qui, elle, est moins et plus précise dans le temps, qu'on estime en dégustant les baies, voire en mordant même les axes des rafles, hein, c'est-à-dire les axes des grappes, qu'on déguste pour savoir est-ce que les tanins ont leur optimum. Et ça, c'est, si je peux terminer là-dessus, le drame du changement climatique, c'est que quand un raisin, un cépage est adapté à un climat quand sa maturité tannique arrive à l'optimum de sa maturité sucrée. On a les deux en même temps et ça va permettre de faire des belles vendanges qui vont donner du beau vin. Quand le climat change, il se produit des décalages de la maturité tannique et de la maturité sucrée qui ne sont pas de même amplitude. Et vous finissez par avoir des raisins dont le sucre est mûr et les tanins ne sont toujours pas mûrs. Et là, du coup, vous ne faites pas des belles récoltes. Ce que le changement climatique nous promet, c'est que les cépages d'hier ne seront pas les cépages de demain. Et Dieu merci, d'aucuns comme Jean-Michel Boursicot, qui parlera la semaine prochaine, les étudient de façon sans doute à pouvoir notamment remplacer les cépages d'hier. Voilà, donc il y a donc le mûrissement du fruit qui est de passage de tanins agressifs, toxiques, à des tanins signalétiques et peu toxiques. Bonsoir, merci tout d'abord pour votre exposé, très agréable et très intéressant. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière par rapport à la question précédente sur la toxicité, puisque la deuxième partie de la conférence, c'est le plaisir de boire et de manger. Et du coup, je suis un petit peu de confusion en pensant à la toxicité des tanins. Est-ce qu'il y a eu des études par rapport à des pays où on consomme mais vraiment très très grande quantité, où c'est, disons, c'est culturel? Je pense par exemple à la Russie, où on boit du thé matin, midi et soir, et même en voyage si vous prenez le transsibérien. En Scandinavie, alors là, c'est des litres de café, par exemple. Et au Maghreb, le thé à la menthe, par exemple. Et aussi une autre chose dans des pays ou des régions où la nourriture est beaucoup moins diversifiée, comme par exemple en Afrique subsaharienne ou même tout au sud du Maghreb, Maroc, Algérie, etc. On va consommer aussi beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de thé, n'est-ce pas? Donc j'imagine que l'absorption de tanins est beaucoup plus importante. Est-ce qu'il y a eu des études ou un niveau de toxicité dont on peut, qu'on peut, comment dire, indiquer? Voilà. Merci. Alors, il y a ici et là des études de ce type. Par exemple, il y a des études qui montrent que les Anglais boivent le thé en mettant du lait dedans. Pas les Néerlandais. Et il semble que l'incidence, alors qui n'est pas colossale, hein, mais la recrudescence de cancers de l'ésophage et du tube digestif qui sont liés à la consommation de thé sont plus fortes chez les Néerlandais que chez les Anglais. Parce que justement, le fait de mettre du thé dans le lait va fixer les tanins et les empêcher d'aller faire des bêtises ailleurs.
Bon, voilà. Il y a des populations caraïbes, par exemple, qui aiment bien élever des sorgho colorés, parce qu'il s'y accumule dans les graines des tanins, et ces tanins colorés sont toxiques pour les oiseaux. Donc ça donne de plus belles récoltes. Mais on sait très bien que c'est associé à des probabilités de cancer du tube digestif plus élevées. Donc il y a quelques études comme ça et là, qui vont dans ce sens. Mais on n'est pas sur des recrudescences du risque de cancer qui soient vraiment violentes. Et on est souvent au bord de du significatif en termes de statistiques, d'une part, et on n'est pas sur des grands problèmes de santé publique liés à ça. Laissez-moi terminer par un tanin relativement toxique, parce que lui, il joue un rôle de perturbateur endocrinien qu'on trouve dans le soja. La dedzéine du soja a longtemps été ignorée comme toxine parce que les Asiatiques mangeaient du soja sans en être autrement importunés. Et quand on a amené le soja en Europe, on s'est aperçu que les gens qui en consommaient subissaient les effets de ce perturbateur endocrinien qui perturbe l'équilibre minéral et notamment la calcification, qui favorise les cancers, notamment les cancers du sein. Donc qui est vraiment le genre de truc qu'on n'a pas envie de manger, hein, et qui est féminisant également. Et alors, donc maintenant, on a des sojas évidemment qui contiennent très peu de dedzéine, hein, qui contiennent beaucoup moins de cette toxine qui est proche des flavonoïdes. Et en fait, les Asiatiques, eux, n'en étaient pas importunés, ce qui va vous montrer qu'il y a de l'adaptation, mais là, c'est une adaptation assez particulière qui va nous renvoyer aux microbes, parce qu'ils ont dans leur tube digestif, au contraire, des microbes qui transforment la dedzéine en S-équol. Et le S-équol, c'est un dérivé qui est aussi un perturbateur endocrinien, mais du genre sympa. Il améliore le stockage du calcium, c'est un régulateur de la pression artérielle, et c'est un anticancéreux. Donc chez eux, l'effet n'était pas connu parce qu'il était au contraire positif, indirectement positif. Et d'ailleurs, les femmes ménopausées en Chine ont bien moins de bouffées de chaleur, donc de problèmes circulatoires, et bien moins de problèmes d'ostéoporose que par chez nous, grâce au S-équol. Donc grâce à ce qui est une toxine pour nous. Bref, il y a aussi des inégalités dont on peut penser qu'elles sont parfois génétiques à cause d'une alimentation anciennement imprégnée de tanins, mais là c'est plutôt épigénétique pour le coup. En tout cas, c'est plutôt pas génétique. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a effectivement quelques cas documentés, effectivement, où les pratiques culturelles, finalement, endommagent un paramètre. Mais un paramètre seulement, parce que vous voyez, quand vous sommez du sorgho coloré, bon, bah, bien sûr, vous risquez plus de cancer de l'estomac, mais tout ce que les oiseaux n'ont pas mangé, vous le mangez. Et dans un contexte d'incertitude alimentaire, il vaut mieux manger du sorgho un peu toxique que pas de sorgho certaines années. Tout ça est bien complexe. Voilà. Bravo pour ta superbe conférence. Je vais te demander un conseil pour préparer mon thé. Parce que quand on prépare du thé, on nous dit qu'il faut le laisser infuser 3 ou 4 minutes. Et en fait, dans le thé, on a de la théine, qui est bien soluble dans l'eau, et puis les tanins qui sont beaucoup moins solubles. Donc en fait, si on le laisse 3 ou 4 minutes, on va avoir surtout de la théine. Mais si on le laisse beaucoup plus longtemps, on va avoir des tanins. Et on nous dit, est-ce vrai, qu'arrivés dans l'estomac, les tanins présents vont déposer la théine, et donc un thé longuement infusé sera beaucoup moins excitant qu'un thé infusé 3 à 4 minutes. Est-ce bien vrai? Alors, je l'ai écrit dans mon livre, donc c'est vrai. Mais je dois dire que j'ai beaucoup ramé pour retrouver une source primaire de ça. Effectivement, la théine, qui est la caféine, c'est la même molécule. Ce sont des alcaloïdes, c'est une autre famille de molécules. Et donc ça, c'est pas un tanin. Mais c'est pas goûté non plus, hein, ça ne contribue pas au goût de ces boissons. Ces molécules interagissent avec les tanins. Et il y a quelques travaux qui montrent effectivement des interactions de ce type. Après, est-ce que ça ralentit l'assimilation? C'est ce que l'on suppose. Je l'ai supposé vrai, mais... pour être très sincère, je n'ai pas trouvé la preuve que ça ralentissait l'assimilation. Et donc, tu dis vrai, théine et caféine passent très très vite dans le liquide, les tanins, eux, passent plus lentement. D'ailleurs, si vous augmentez la longueur de l'infusion, vous verrez de plus en plus de couleurs arriver, de plus en plus d'astringence, même d'amertume, et vous verrez même se former cette espèce de peau typique des boissons tanniques, lorsque ça se refroidit, qui vient du fait que les tanins, ils ne savent pas s'ils aiment être dans l'eau ou pas. Ils sont à la fois affines pour l'eau à cause de la fonction alcool, et puis à cause de la fonction benzène, cette espèce de cycle que je vous montrais, ils n'aiment pas trop l'eau. Donc ils aiment bien se mettre entre les deux, et c'est ce qu'ils font sous forme de peau, notamment en interagissant en plus avec des métaux dans
dans les boissons tanniques refroidissantes. Bon, enfin, pour en revenir à ça, effectivement, a priori, ce que tu dis est réputé vrai. C'est très dur de remonter aux sources, parce que ces trucs-là sont racontés depuis tellement longtemps qu'en fait, on a oublié si c'était un racontard ou s'il y avait une référence. Alors moi, j'ai pas trouvé ça. Si quelqu'un a la solution, qu'il lève le doigt. Dans le raisin de table qu'on consomme en cette saison, est-ce qu'il y a plus de tanin dans l'enveloppe du grain de raisin ou à l'intérieur, dans la chair? Est-ce qu'il est recommandé de manger la peau du grain de raisin? Alors d'une façon générale, dans les fruits, les tanins sont plutôt à la périphérie. Pensez à la peau de la pomme, qui est colorée en jaune plus vif et parfois en rouge, parce qu'effectivement, les défenses sont massées aux frontières. Évidemment, les défenses que présente le fruit sont à sa surface. Au départ, c'était des défenses, et c'est encore des défenses, même quand le fruit est mûr, contre des microbes. Même quand le fruit est mûr, et quand il crie de toutes ses couleurs et toutes ses odeurs, mangez-moi, 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 il ne faut pas que les microbes viennent attaquer le fruit. Il est préparé plutôt pour des animaux. D'accord ? Donc, effectivement, les défenses sont souvent à la frontière. Et la prochaine fois que vous croquerez un grain de raisin, écrasez-le délicatement, exprimez le jus, vous verrez, il est sucré. Il a une légère astringence, elle n'est pas forte. Dans le jus, il n'y a pas beaucoup de tanin. Si vous croquez les pépins ou si vous croquez la peau, vous verrez sortir l'astringence. Et ça vous explique que il faut faire macérer longtemps les peaux et les pépins pour que les tanins passent dans le vin, parce qu'ils n'y passent pas spontanément. Il faut qu'ils sortent de leur vacuole, qu'ils sortent des cellules qui sont entourées par une paroi. Ça prend du temps. Et ça vous permet de faire, si vous pressez rapidement un vin blanc à partir de raisin rouge, le champagne est très souvent fait à partir de pinot noir, par exemple. Si vous pressez après une légère attente, vous exprimez la couleur. Mais il faut donc macérer avec la peau et les pépins. Et puis, si vous attendez un peu, vous aurez vraiment une couleur très forte. Et en même temps, sortent aussi tous les tanins qui, sans être colorés, sont astringents, une astringence plus forte. Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce rapport de 5 à 10 entre la quantité de tanin d'un blanc, pressé, même si c'est à partir d'un raisin blanc très vite, par rapport à un rouge qui, lui, a subi une macération. Qu'il me soit permis d'ouvrir une petite parenthèse avant de revenir aux fruits et à l'aspect santé, pour vous parler des vins oranges, qui gagnent en popularité, et malheureusement, on voit bien que nos viticulteurs ne savent pas les faire. Les bons vins oranges sont georgiens ou grecs, mais rarement français, même si la mode revient. Les vins oranges sont des vins faits avec du raisin blanc qu'on utilise pour faire du vin comme quand on fait du rouge. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite le presser, on va laisser macérer. Et il y a des tanins qui sortent, les tanins un peu plus colorés de la peau, les tanins des pépins, et vous obtenez un vin qui est un peu orange, parce qu'il va s'oxyder plus et puis il prend des tanins un peu plus colorés, mais qui va être assez tannique. Et c'est des vins très étranges, très intéressants, assez durs d'ailleurs à assimiler, à associer à des plats, et qui combinent l'extraction des rouges et la faiblesse tannique du raisin blanc à la base. Alors revenons maintenant aux fruits. Si effectivement vous voulez bénéficier du rôle antioxydant des fruits, il faut manger la peau. Et comme c'est aussi là que sont les pesticides, eh bien il ne faut pas manger que du bio. Voilà. C'est fait pour les pesticides. Mais réalisez une chose à propos des pesticides, c'est que si on utilise des pesticides, c'est qu'on a sélectionné des plantes qui sont moins tanniques, donc qui se défendent moins. Bon, déjà, leur défense, ça marche comme ci, comme ça, les tanins. Parce que ça marche, mais on a vu quand même qu'il y a des trucs qui les évitent, ces défenses. Les champignons sont assez doués pour éviter les tanins. Donc, les tanins, c'est des défenses des plantes qui marchent coup-ci, coup-ça. Mais quand en plus on leur retire leurs tanins parce qu'on veut qu'elles aient un goût pas trop désagréable, elles deviennent la proie aisée des pathogènes. Et quelque part, même si ce n'est pas la solution souhaitable, le développement des pesticides, il est catalysé par le fait qu'on a sélectionné des plantes cultivées peu tanniques. Restons dans les fruits. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, chez les kakis, il paraît qu'il ne faut pas du tout manger la peau parce que elle n'est pas elle reste dans le tube digestif et elle forme des bézoas. Ah, ça je savais pas, mais c'est logique. Dans les kakis, il y a beaucoup de tanins. Bon. Et d'ailleurs, on mange le fruit souvent quand il entre en déliquescence, quand il commence à se corrompre, un peu comme les blettes ou les... Comment ça s'appelle ? Les jujubes.
hein, ou les dates d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand les cellules commencent à partir en vrille, les vacuoles se défont et les tanins agrippent les protéines. Et du coup, ils ne vont plus être là pour couper la digestion, pour s'attacher aux protéines de notre tube digestif. Alors, ce que je peux penser, c'est qu'effectivement, comme il y en a plus dans la peau, il peut finir par y en avoir tellement que du coup, la digestion de la peau ne se fait pas. Et ce que vous appelez des bézoars, plus exactement, ce sont des occlusions, en fait, par accumulation de choses qui ne sont pas digérées. Et ça, c'est très douloureux, parce que le temps que ça sorte, sous la pression du reste de l'alimentation, ça fait mal au ventre. Donc, je ne savais pas que ça se produisait, mais c'est logique que cette partie qui est la plus tannique, même à surmaturité, il n'y ait pas assez de protéines dedans pour en absorber, pour en neutraliser tous les tanins. Le kaki est une plante extrêmement riche en tanins, et c'est une de ces plantes dont les fruits se mangent après que les cellules se soient corrompues. C'est aussi le cas des prunelles qu'on mange après les premières gelées, ou aussi des églantiers, dont les fruits sont intéressants quand ils ont pris le gel, parce que le gel a détruit les cellules, et là encore, toute l'astringence est combinée aux protéines, et elle n'est plus là en tant qu'astringence. Le kaki, c'est la famille de l'ébène. C'est le même genre, Diospyros, et l'ébène est connu pour avoir un bois plein de tanins noirs, qui font sa couleur. Et les tanins du kaki ont été beaucoup utilisés en Japon, comme enduit. Bon, parce que comme ils se combinent un petit peu à tout et entre eux, quand vous faites un extrait un petit peu fermenté de jus de fruits de kaki, alors des petits kakis bien sauvages, bien tanniques, pas les kakis cultivés qui sont quand même moins tanniques, vous faites une espèce de jus qui est plein de tanins et vous pouvez en faire en fait un vernis qui sert à la finition des objets de luxe. Shibui, c'est un mot qui en japonais signifie tannique, astringent, et qui signifie aussi élégant, raffiné. Le mot a fini par désigner, le mot de l'amertume et de l'astringence du fruit a fini par désigner aussi les finitions qu'on fait avec les tanins du kaki. Le kaki, c'est une histoire de tanins, on en ferait un chapitre à soi seul là. Il y a énormément de choses à dire. Shibui. Il y a un livre qui porte ce titre d'une poétesse japonaise qui écrit en français. Ça s'appelle Astringent, et puis il y a le titre en japonais en dessous. Elle raconte, c'est très joli, c'est un petit fascicule que je vous recommande. Son nom m'échappe. Ryoko. Non, mais ça va être son prénom. Ça s'appelle Astringent. Petit bouquin génial à lire. Il est en français, elle a écrit en français. Pour rester encore dans les fruits, les fruits secs, est-ce qu'ils sont pleins de tanins, et notamment l'amande amère? Alors, ce qui est amer et goûté dans l'amande, c'est plutôt du cyanure. Il n'y a pas que les tanins dans les défenses des plantes. J'ai évoqué vaguement les terpènes à un moment. On a parlé des alcaloïdes avec la théine, qui est la caféine. Il y a aussi des composés qui se transforment en cyanure quand on abîme la cellule. D'ailleurs, en fait, l'histoire est jolie parce que les composés qui vont donner du cyanure sont dans la vacuole, et hors de la vacuole, il y a des enzymes qui peuvent extraire le cyanure et le libérer. Tant que la cellule est intacte, pas de problème. Quand la cellule est abîmée, les enzymes attaquent ces composés qui peuvent donner du cyanure et libèrent le cyanure. Du coup, une amande, elle serait pas amère, mais tant que vous la mâchez pas, elle n'est pas amère, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de goût. Puis quand on mâche, on libère un peu de cyanure sur les amandes douces, très peu, ça fait le goût, et beaucoup de cyanure sur les amandes amères. Et le cyanure fait partie des composés amers, c'est lui qui fait l'amertume et le goût d'amande. Voilà, alors les fruits secs en général contiennent des tanins qui ont eu le temps de s'oxyder au contact de l'oxygène, de faire leur boulot, et d'ailleurs c'est pour ça que ça brunit, les fruits secs sont bruns en général, ouais. Et pour le coup de se lier éventuellement aux protéines des cellules qui sont entrées en déliquescence. Et du coup les fruits secs sont souvent, leurs tanins sont bien moins antioxydants, bien moins présents au goût, mais en tout cas ça ne va pas être un goût de tanin et ça ne va pas être une astringence. Mais en revanche, l'oxydation des tanins, je parlais tout à l'heure de quinone, libère des composés beaucoup plus volatiles qui aiment encore moins l'eau, et souvent ça fait des arômes. Et donc les tanins sont transformés en dérivés oxydés qui sont soit bruns et qui font la couleur, soit volatiles et qui font le goût. Le fameux goût de noisette qu'on trouve dans beaucoup d'aliments. Vous savez, c'est souvent quand on goûte un truc, on fait « t'as un petit goût de noisette ». C'est le goût de tanin. Enfin, c'est le goût de tanin oxydé. Et donc, effectivement, dans les fruits secs, ils sont moins présents sous forme de tanin parce qu'ils sont oxydés et liés à des protéines, mais cette oxydation transforme certains en arômes beaucoup plus intéressants. C'est l'histoire du vin.
où l'oxydation des tanins va détruire l'astringence avec le temps et libérer de l'arôme. C'est le même processus. Ah voilà, c'est Ryoko Sekiguchi, l'astringent. Ryoko Sekiguchi. Bonjour, excusez-moi, merci de votre présentation. Je me demandais, vous avez dit qu'on apprenait à aimer la mer au cours de notre vie. En fait, comment ça se fait Ou pas. Ah. Moi, je déteste personnellement. Je ne sais pas vous, mais... D'accord, du coup, ma question a plus lieu d'être. Merci. Mais non, mais alors, on a face à la mer une double inégalité. D'abord, la façon dont on l'a appris. Moi, mes parents, à un moment, ils ont entrepris de me forcer à bouffer des endives. À une époque où les endives, c'est une époque que vous n'avez pas connue, les endives étaient à l'époque extrêmement agressives, enfin, surtout pour moi. C'est vrai que est-ce que je me trompe ou les endives ont perdu en amertume et en... Ouais, hein. On est d'accord. Donc, cette époque que vous n'avez pas connue... voilà, donc moi, d'abord, je me suis bloqué sur la mer. Hein. Et la deuxième inégalité... Alors ça, c'est l'inégalité de trajet de vie, puisque c'est les apprentissages. Et la deuxième inégalité, c'est l'inégalité qui fait que... Enfin, les récepteurs de la mer, qui sont des récepteurs qui perçoivent plusieurs molécules comme étant amères, sont variables entre les individus. Et nous avons des sensibilités variables à la mer. Il y a même des populations dans des endroits où il y a beaucoup de parasitose, en Afrique, qui perçoivent beaucoup moins la mer que nous, et qui donc ont beaucoup plus de toxines végétales et de tanins dans le tube digestif, et donc un peu plus la diarrhée. Et c'est plutôt bon pour éliminer les intrus. Donc vous voyez, il y a même des niveaux entre populations, il y a des différences. Mais il y a aussi des différences d'habitude. Et quand on prend des individus qui ont les mêmes variants de récepteurs de la mer, qui vivent en République tchèque et qui vivent en Italie, et qu'on leur fait goûter un vin blanc, les Italiens sont en général habitués au vin, et ils ne le trouvent pas très amer, ils le notent beaucoup moins amer que les Tchèques, qui eux ne sont pas habitués aux mêmes amers dans la bière, et qui vont vraiment percevoir de façon beaucoup plus agréable l'amertume du vin blanc. Bonsoir, je voulais revenir sur l'aspect antimicrobien des tanins dont vous avez parlé. On est dans une période où on parle beaucoup de résistance aux antibiotiques pour les bactéries. Je voulais simplement savoir s'il y a certains tanins qui ont été utilisés ou qui sont utilisés de façon curative sur les pathologies bactériennes ou fongiques ou autres. Pas à ma connaissance. Bon, j'ai indiqué les utilisations vermifuges, bon, mais enfin, c'est très marginal. J'ai aussi indiqué la façon dont ils pouvaient empêcher l'installation des Escherichia coli générateurs de cystite. Mais ce n'est pas vraiment un rôle antibiotique, ça, c'est plutôt bactériostatique, on va dire. Et donc, non, dans tous nos antibiotiques, je ne vois pas beaucoup de tanins. Ils ne tuent pas vraiment les cellules, ils les empêchent de se nourrir. Hein. Donc ce n'est pas vraiment des antibiotiques au sens très strict. Alors, bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.